Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission quotidienne, le LGF, le Grand Forum. J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 30 janvier. De quoi allons-nous parler bien tout à l'heure? Bien sûr, en fin d'émission, coup de gueule ou coup de cœur de nos débatteurs. Ils ont une minute pour nous le donner tout à l'heure. Le quiz, bien entendu, à ne pas louper. La belle histoire des génériques consacrée à Ushuaïa. C'est le magazine évidemment de TF1 qui a fait grand succès avec Nicolas Hulot à sa présentation à l'époque. Le zapping avec quelques déclarations du week-end qu'il ne fallait pas louper, ou peut-être d'ailleurs l'occasion de les réécouter et de les commenter, bien entendu. Demain, journée de grève, bien entendu, une journée d'action importante. Pendant ce temps-là, le gouvernement durcit le ton avec Elisabeth Borne hier, qui en a remis une couche sans compter celle de Darmanin. On y reviendra, bien entendu. Et puis, le zap ou mat. Je vous donnerai des infos, à vous de choisir si vous décidez de les commenter ou de les zapper. Et puis, nous allons parler dans quelques instants de l'actualité chaude, brûlante au Moyen-Orient, au Proche-Orient, avec Jérusalem, justement. Faut-il craindre une montée de la tension dans cette partie du monde, avec la réponse donc de Netanyahou. On y reviendra tout à l'heure dans quelques minutes sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le LGF. Je vous en souhaite la bienvenue. Bonne semaine à vous. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec en plateau aujourd'hui pour débuter cette semaine, Monsieur Smaïn Tefour, journaliste. Comment ça va, Smaïn? Très bien, Christophe. Et toi, ravi d'avoir Bruno parmi nous. Ah oui, bah attends, laisse-moi le présenter. On lui souhaite la bienvenue. Tu m'as spolié tout mon truc là, Smaïn. Ah, pardon. Ah ouais, bravo. Gamal Abina est aussi de la partie, fondateur du MDC. Comment ça va, mon Gamal? Très bien, Christophe, et merci d'avoir Bruno parmi nous, on peut le dire. Ouais, super. Et de deux. Oh, vous êtes vraiment des nazes, hein, les mecs. On t'a ravi la vedette, Christophe. Nasser Lagili, également ancien élu militant associatif, est avec nous. Mon Nasser, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe. Bonjour et donc Bruno Pomar qui est avec nous, ancien policier du RAID, maire d'un petit village aussi. Bruno, bonjour et bienvenue. Salut Christophe et salut à tous les chroniqueurs. Là, je crois que ça va être chaud aujourd'hui, France Maghreb 2. Je suis très content d'être parmi vous. Et on est très content de t'accueillir, Bruno. Voilà, c'est ta première dans le LGF, certainement pas la dernière. En tout cas, merci d'être avec nous, Bruno. Donc ancien policier, ça veut dire que t'es à la retraite, ça y est? Eh oui, malheureusement. Bon, est-ce que tu as eu la chance d'aller jusqu'à 64 ans ou ça va? C'est une bonne question. Parce que moi qui milite pour une rallonge de la retraite, tu vois, tu m'as posé la question qu'il fallait pas. Alors moi je suis parti plus tôt, mais c'était une volonté personnelle, parce que j'avais d'autres choses à faire dans le privé, parce que je me suis reconverti dans l'organisation d'événements. Et surtout, je continue à travailler dans mon association qui est Raid Aventure, qui est une très grosse association qui travaille dans beaucoup de quartiers en France, dans le rapprochement des jeunes et de la police. Ah, ça c'est bien. Ça, Ouais. c'est une très bonne idée. Et ça fonctionne bien? Eh bien, ouais. Mais c'est une vraie volonté, une vraie nécessité, je crois, de remettre au centre du village, comme on dit, la vie, et surtout de permettre à notre jeunesse, comme à nos policiers d'ailleurs, qui sont près de 350 à participer à ces actions, c'est-à-dire à leur faire comprendre aux jeunes le métier de policier, qui est parfois un petit peu stéréotypé par certains, mais voilà, c'est important de faire passer ce message à notre jeunesse et de débattre sur tout ça. Justement, Bruno, est-ce que depuis que Nicolas Sarkozy a mis fin à cette police de proximité, on peut dire, on se rappelle en 2007 ou 2008, non avant d'ailleurs, il avait dit la police ne sont pas là pour aller jouer au foot avec les gamins du quartier. Est-ce qu'on a assisté quand même à une espèce de cassure entre les jeunes des quartiers et la police? Oui, je crois qu'on est arrivé à une scission qui était évidente et qui a évidemment fait disparaître cette police de proximité qui avait, à mon sens, du sens. Mais c'est vrai qu'elle avait besoin d'être remaniée, mais pas nécessairement arrêtée comme ça a été le cas. C'est un peu dommage, on a perdu beaucoup de temps. Ouais, c'est dommage. Et tu es maire donc d'un petit village? Oui, 125 habitants. Ouais, un petit village qui se trouve entre Montpellier et Toulouse, plus près de Toulouse d'ailleurs, à 40 minutes. Donc, vous pouvez m'appeler monsieur le maire, ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir. Monsieur le maire. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que la mairie sera fermée demain, monsieur le maire? Pardon? Est-ce que la mairie sera fermée demain? Non, alors ça c'est pareil. Franchement, il faut différencier les choses. On fait de la politique ou on n'en fait pas. On ne se sert pas des services publics. Une mairie, c'est un service public pour inciter le personnel à faire la grève. Ça, je trouve que c'est inadmissible, très sincèrement, parce que service public, ça va être ouvert en permanence. Alors, c'est pas le cas de ma commune. C'est pas la mairie de Paris. Moi, j'ai 2 employés communaux, mais je crois que voilà, il faut pas tout mélanger. Ouais. Donc c'est stupide ce que fait Madame Hidalgo. Oui, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas qu'elle
laquelle. Hein, si les gens ont envie de manifester, ils ont le droit de le faire, ils le font à titre individuel, Ouais. mais on n'a pas à ouvrir la possibilité à des agents de l'État qui sont payés par nos impôts, je précise bien, à faire grève. Voilà, Gamal, c'est mon point de vue. Est-ce que c'est une bonne idée que Mme Hidalgo ferme la mairie? Alors, c'est pas la seule, évidemment, mais quelques mairies qui ont décidé de se joindre au mouvement et en fermant la mairie. C'est une bonne idée ou pas? Ben non, enfin, je sais pas, mais question, on prend pas en otage, je dirais quelque part, il y a peut-être des gens, des militants dans ces mairies, je sais pas, mais il faut pas tout mélanger encore une fois, c'est un service public, point final. Gamal Abina, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que. C'est qui, madame Madame Hidalgo. Ah oui, c'est celle qui a fait un score extraordinaire à l'élection présidentielle. Les travaux. On parle de même. Ouais, c'est Ouais. Des travaux. Ok, c'est le travail. Non, mais plus sérieusement, elle joue son rôle et elle le fait très mal d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très très maligne, d'opposition. Alors quand on fait une opposition, on n'a pas, en tant qu'effectivement, c'est bien de le rappeler, service public, à prendre une position. Je parle, elle, d'une responsable politique. Ouais. Parce qu'elle gère un personnel, elle est responsable d'une ville. Donc fermer la mairie pour donner le sentiment qu'elle se rapproche d'une colère populaire, c'est un peu facile. Donc je pense qu'elle n'est pas dans son rôle et qu'elle aurait mieux fait de la fermer tout court. Très bien. Nasser Lajili, Madame Hidalgo, c'est une bonne idée ou pas? Elle ferme juste sa mairie à elle. Je veux dire, pas les services, mais plutôt juste la mairie. Donc après... Il y a 2 services qui sont ouverts, excusez-moi. Oui, 2 services, oui. Oui, juste 2 services. Non, il y a le service des sports qui fonctionne très très bien sans même qu'on attende d'eux qui fassent... Ils travaillent avec ou quoi? Non, mais c'est pas ça. On n'en dira pas plus. Non, mais je pense réellement que la question de la retraite, malheureusement, elle n'est pas entendue par le gouvernement et je pense que c'est pour ça que ces communes commencent à réagir de cette manière-là. Donc on n'a jamais connu des communes qui ferment leur mairie en soutien à la suppression de cette réforme. Très opportuniste. Bah, voilà, c'est pas une récupération, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt dans les villes de gauche qu'on fait ça. Et ça, c'est une réalité. Certains, oui. Voilà, donc aujourd'hui, la ville de Stein, comme Gennevilliers, comme d'autres Paris, c'est villes, pas une ville de aujourd'hui, comment Paris n'est pas une ville de gauche. Paris Il n'est pas une... il y a plusieurs. Oui, Paris n'est Oui, pas mais une... la majorité quand même. Absolument. Oui, Majorité de gauche, Mais bon. Gamal. Majorité, quand on a la majorité, ça veut pas dire qu'on fait Tu un joues second. sur les mots, Gamal. ouais, Tu sais très bien ouais, qu'elle est je sais. au Parti Socialiste, donc Ouais. voilà, c'est pas une Ouais. surprise. Au parti- Au parti quoi, reste. j'ai pas entendu. Au parti Ce Mais qu'il voilà, en reste. moi, après, bon... Au Parti Socialiste. Ouais. au Ismaël, Parti Socialiste. bonne idée ou pas de Je sais fermer les si ça mairies? existe encore. Non, je valide pas, je partage l'avis de tout le monde ici. Il faudrait faire la part des choses et surtout avoir le sens des prérogatives. Parce que là, c'est un service public, il ne faut pas pénaliser les usagers, au fait, enfin, les citoyens. Donc, Bon. voilà. Eh bien, très bien. Alors, on va commencer cette émission comme on le fait d'ailleurs d'accoutumé, c'est-à-dire par des petits clins d'œil sous forme de questions. Ça s'est passé un 30 janvier. Ma première question, messieurs, je cherche un roi qui est né en 1962. Il est toujours roi d'ailleurs depuis le 7 février 1999. Jordanie. Ah bah, Mohamed VI. Maroc. Mohamed VI, non, non pas Jordanie. Jordanie, bonne réponse, Gamal. Le roi Abdallah II de Jordanie. Un bon anniversaire à lui, donc. Non, je donne pas bon anniversaire. Oui, bah, il a le droit. Deuxième question. Je cherche à présent un auteur, compositeur, interprète, batteur, leader d'un groupe qui s'appelle Genesis. Ah, Phil Collins. Non, Phil Collins, bien. bonne réponse, monsieur Smaïn. On Mais écoute. Et vous avez des réponses avant, quoi, les gars? Non. C'est Philippe Collin, il est connu. Genesis. Quel grand artiste quand même, hein, Phil Ouais, Collins. sublime. Voilà. Ça rappelle des souvenirs. Malheureusement, il est malade. Oui. Ah, il a vieilli surtout. Ouais. Oui. Il peut plus battre. C'est un grand batteur. Ah oui, c'est un grand batteur. Et puis quel groupe Genesis, Ah oui, non. quelle carrière évidemment pour l'ami Phil Collins. Voilà pour cette réponse. Donc il est né en 1951. En français, Philippe Collin. Oui, Philippe Collin en français, si tu veux. Ouais, parlons, ouais, restons. Tiens, question en 2004. Quel président de parti est mis en examen Sarkozy. pour abus de confiance, non, recel, abus de biens sociaux et également prise illégale d'intérêt? D'intérêt. Ah, Balkany. Non. Non, Jacques pas- Chirac, parti- Tu parles de Non, président ou tu Non, parles non, de parti président d'un parti. Juppé. Ah non. Juppé. Effectivement, Juppé. bonne réponse. Ouais, je me rappelle. Et d'ailleurs, il a été condamné par le arrivé tribunal Paris, de d'ailleurs. Nanterre à 18 mois mangé. de prison avec sursis et à une peine de 10 ans d'inéligibilité. Une peine réduite en appel. Au décembre de cette même année, ça a été plus qu'un an d'inéligibilité. Bon, il a pris cher, la Juppé à l'époque. Ah oui, c'était une forme de fusible. Hein, faut Oui, dire. oui, oui. Ouais, c'est ça. Après les emplois fictifs de la mairie de Paris. Oui, absolument. aussi. 1994, qui devient président en Algérie? Bouteflika. Non, Zéroal. Ah non, Zéroal. Zéroal. Bonne Zéroal. réponse. Et puis enfin, et dernière question, qu'est-ce qui a été créé en France en 1929 en rapport avec l'armée, laquelle?
la police nationale. Non. Ça, normalement, Bruno, Non, il doit mais savoir la oui, mais réponse. Le Médère. Attends, il Léon répète la- Medler, bonne réponse. 1929, création. Donc voilà. Eh oui. Dans un instant. 29 seulement, c'est chaud Oui, quand même. 1929. C'est déjà les avions. Oui, oui. C'est Exupéry, quoi. Quand même. Bruno Pomar, Gamal Abina, Smaïn Tefour, Nasser Lagil, ils sont avec nous et dans un instant, on va au Moyen-Orient où la tension est à son maximum, bien entendu, après le bombardement de l'armée israélienne à Jénine, dans un camp de réfugiés. C'était jeudi, 9 Palestiniens sont morts et ensuite 2 attaques perpétrées ce week-end également à Jérusalem, dont l'une dont les médias ont dit que c'était devant une synagogue, alors que pas du tout, en fait c'était quand même une centaine de mètres d'une synagogue, c'était pas devant la synagogue. Et quoi qu'il en soit, il y a eu des morts évidemment et la tension est palpable. Le gouvernement israélien, à sa tête Netanyahou, a dit qu'on va durcir le ton. Est-ce qu'il faut craindre une tension palpable dans cette région? On le sent, oui. Eh bien, on en reparle dans un instant sur France Maghreb 2. Peut-on craindre une nouvelle intifada avec nos amis? Nous allons débattre. Et vous, auditeurs, auditrices du LGF sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000, on est avec vous et en direct jusqu'à 18h. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Smaïn Tefour, journaliste, avec Bruno Pomar, ancien policier du RAID, maire d'un petit village qui s'appelle Belflou. C'est entre Montpellier, dans le Lobe. L'Aude. Ah, l'Aude. Ah, c'est l'Aude. pas le- Oui, l'Aude. oui, l'Aude. Allez visiter, hein, sympa. Voilà, un petit village. Il y a une boulangerie au moins? Ah non, il faut aller dans le village à côté. Ah ouais. Ah ouais, j'ai une église par contre. Et Il un n'y a château. pas de boulangerie. Alors, voilà. comme dans tous les villages, est-ce que en face de l'église il y a le bar? Mais il aurait pu, mais non. Non, même pas là, mais c'est Ah, même 125 pas. personnes. Ah oui, c'est D'accord. un tout petit village. C'est un petit village, c'est Bon. une famille quasiment. Gamal Abina, Nasser Laghi qui sont avec nous évidemment en direct, messieurs, et auditeurs auditrices pour nous appeler et intervenir avec nous en direct, débattre au 01 40 33 9000. On va direction le Moyen-Orient où évidemment la tension est montée d'un cran tout au long de ces derniers jours avec tout d'abord Jénine, le camp de réfugiés palestiniens qui a été frappé par Israël. Et d'ailleurs, certains journaux locaux ont indiqué qu'il y a également un service de pédiatrie qui a été touché, où on a gazé ce service de pédiatrique. Et ensuite, évidemment, 2 attaques qui sont survenues à Jérusalem et qui ont donc tué 2 ou 3 personnes ce week-end. La tension est palpable, évidemment, la réaction ne s'est pas fait attendre et la condamnation internationale également. Alors ce qu'on peut remarquer, Gamal, une nouvelle fois, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que lorsque des Israéliens sont touchés, il y a une réaction internationale, et ce qui est normal, logique. Par contre, quand c'est des Palestiniens, il y en a eu 9 jeudi, personne n'en parle. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le communiqué sur Twitter du président de la République, Emmanuel Macron, qui a condamné évidemment l'attaque perpétrée à Jérusalem contre des fidèles d'une synagogue et qui n'a absolument rien dit sur les 9 Palestiniens tués la veille. Bah moi, j'allais dire que Charles Anderlin a corrigé quand même Oui. Julien Drake, qui dédirait complètement en disant que c'est une attaque contre une synagogue. Non, c'est l'attaque contre des civils, évidemment israéliens, considérés comme occupants de la partie palestinienne, ce qui est logique. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est les termes utilisés. Paris, Washington, appel au calme. C'est-à-dire que quand on tue des Arabes, on appelle au calme. Quand c'est un Israélien qui est tué, immédiatement terrorisme, massacre d'échelle, la Shoah est de retour. Enfin, toute cette terminologie qui veut dire que dans un cas, il parle d'appeler au calme comme si les Palestiniens avaient les moyens d'être offensifs alors qu'ils ne le sont pas. Ils se prennent des bombes du ciel d'avion. C'est très, très héroïque de la part de la partie israélienne. Et de l'autre côté, on demande aux Arabes de se calmer. Ça. Mourez, mais en silence. Faites pas trop de bruit. Donc ça, c'est la problématique qui se pose. Et ensuite, la question palestinienne ne sera pas réglée par Israël parce que c'est un gouvernement d'extrême droite qui te commande. Oui. C'est des malades mentaux, ils n'ont rien dans le crâne, c'est des fous. Et de l'autre côté, vous avez une opposition effectivement qui est de gauche, qui malheureusement est peu entendue, mais qui essaie de faire entendre sa voix, mais qui est quasiment aphone aujourd'hui, même s'il y a une manifestation qui a eu lieu hier. Et parallèlement à ça, vous avez effectivement un Occident qui fait semblant de ne rien voir, alors qu'il pourrait parfaitement, ils l'ont fait en 93, mettre la pression à Israël pour qu'ils arrêtent de jouer les caïds dans la région, parce que ça se retournera nécessairement un jour contre eux. Bruno Pomar, ta réaction là-dessus, sur ce qui se passe dans cette région, ce 2 poids 2 mesures qui est observé et observable quand même de beaucoup de gens. Ouais, moi, ce qui m'inquiète sur ce sujet-là, et j'y suis allé dans ces pays, c'est que ça dure d'abord depuis 60 ans, non Enfin, j'allais presque dire la plaisanterie. Alors, vous voyez jusqu'à quel point on en est. Et on ne trouve aucun équilibre politique, quel qu'il soit, de la part des Américains, de la part des Européens de façon générale, pour reconnaître effectivement lorsqu'il y a un cas grave qui a lieu, ben, si c'est fait par les Israéliens, il faut dire que c'est les Israéliens, c'est pas quelqu'un d'autre. Si c'est fait par les Palestiniens,
c'est les terroristes palestiniens ou les terroristes israéliens, parce qu'ils existent. On peut le dire, aussi. absolument. Il faut pas. Non, mais il faut pas. Attendez, On c'est se bon. rappelle les Baruch Goldstein. Ouais, je pense que ce sujet-là, effectivement, est comment dire. Il n'y a aucun véritable politique, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, on tourne toujours autour de Pau. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut deux nations qui puissent avoir leur pays, c'est ça la finalité. Putain, mais je comprends pas moi. Comment on n'arrive pas à trouver une réponse quand on sait que les pays qui soutiennent, en particulier Israël évidemment, mais même les pays arabes, il y a quand même des forces en présence, des grandes nations en présence, qui pourraient trouver au moins une solution pour que ces deux pays puissent cohabiter et trouver chacun leur territoire, quoi. Je veux dire, entre la Cisjordanie, la bande de Gaza, les colons qui s'installent à tour de bras, à un moment donné, il faut quand même... stopper. Il faut dire les choses, oui, ouais. Bien sûr. Je crois que... Et si on ne trouve pas un consensus, eh bien, on reviendra au temps de Arafat et dans la case de départ. Exactement. On revient à la case de départ. Tout est derrière nous. Hein. Et les responsables, ce sont les pays occidentaux. Hein, la paix s'éloigne davantage, en fait, chaque année. Et au fur et à mesure des événements, là, on s'éloigne de plus en plus de la paix. Ouais, je trouve que c'est dramatique. Et chacun des deux populations ont des torts, hein, c'est clair. Il faut que chacun l'assume. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve une réponse concrète. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça a des répercussions en même temps dans nos pays. Hein, absolument. Absolument. Ismaël, sur la situation du moment, est-ce qu'elle est inquiétante ? Est-ce qu'il faut craindre un embrasement ? Écoute, Christophe, on est dans l'éternel recommencement entre les deux nations, hein, on va dire. Hein. C'est l'éternel recommencement depuis la création d'Israël. Depuis qu'il y a eu la création d'Israël, cette région du monde a connu des cycles de violence qui ne vont pas cesser de sitôt, tant qu'on n'aura pas, comme disait Bruno, réglé ce problème une fois pour toutes. Mais je ne pense pas que ça va se faire incessamment. Non, parce que ça dure tellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des extrêmes des deux côtés. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est carrément extrémiste. Et puis on voit même que le ministre de la Sécurité intérieure, qui vient d'ailleurs, lui, qui vient d'une colonie aux alentours de Ramallah, il revendique la Judée, la Samarie aujourd'hui, qui est en l'occurrence la Cisjordanie. Et puis ma foi, c'est un bonhomme même qui est pas plus loin que ce matin, donc avait appelé son gouvernement à enlever ce qu'on appelle l'épreuve de la culpabilité. Donc dans ce cas, ça va être l'arbitraire. Et puis on va assister encore une fois à beaucoup plus de violence. Et je l'avais dit ici même, Christophe, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plus d'un mois, j'avais dit qu'avec l'élection de Netanyahou, que les choses allaient s'exacerber. Et c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Oui, alors Nasser, on a décidé aussi, côté israélien, de s'en prendre aux familles des personnes qui ont commis des actes, des attentats, on peut appeler ça ainsi, notamment d'ailleurs en supprimant les cartes d'identité de ces familles, en détruisant ceux qui ont la double les biens, nationalité. absolument. Donc là, aujourd'hui, voilà, c'est la punition collective. Hein. Absolument, c'est une punition collective, mais... Après, sur la question du conflit israélo-palestinien, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que on a un gouvernement d'extrême droite, on l'a dit juste avant en Israël, et on a un pays qui n'a pas de gouvernement, qui est complètement perdu, et on ne sait même pas à qui s'adresser, on ne sait même pas comment trouver une solution entre le Hamas et le Fatah qui est en conflit, et le pays aujourd'hui est en stand-by. Ils sont plus en Donc, conflit maintenant. après, ouais, mais ils sont plus en conflit, mais bon, On a quand la même un situation est toujours la même. Abbas qui n'est plus élu. Qui n'est plus élu, je veux dire. C'est un président illégitime il a aujourd'hui. fait son mandat et aujourd'hui il est toujours au pouvoir. Donc ça arrange d'ailleurs Israël pour qu'il reste au pouvoir. Ah bah oui, lui Alors, qui avait, juste, et pour terminer, moi ce qui me gêne le plus, c'est surtout les médias occidentaux. Ça, c'est un scandale. Quand on voit la manière dont les choses sont traitées, donc c'est à géométrie variable, quand il s'agit d'Israël, quand il y a 12 morts, on traite les gens de terroristes parce que, voilà, etc. Mais quand c'est les Palestiniens qui sont en train de mourir, alors qu'il y en a eu juste avant, il y a eu 7 morts, 24 heures avant, 7 morts 7 israéliens. morts et 13 morts palestiniens, ou 19 palestiniens. 13. Ou 13 morts palestiniens 13 avec celui de ce la veille. En Galilée. Mais bon, moi ce qui m'a gêné, c'est surtout aussi que la fake news... C'est cette différence de traitement en fait. Oui, c'est la différence de traitement et surtout que cette fake news concernant l'attentat qui s'est produit dans une synagogue, repris par le président de la République français. Absolument, ouais. Ah bon ? Vous imaginez, Emmanuel Macron reprend cette fake news. On a même Donc fait à un moment donné, l'opinion je pense c'était qu'il faut une faire attaque très anti-synagogue. attention, alors que cette attaque s'est produite à 400 mètres d'une synagogue. C'est quand même assez loin. On se souvient quand même, ça fait rigoler d'entendre ça. D'abord, ça ne s'est pas fait dans une synagogue, c'est vrai de le rappeler. Puis surtout, on se souvient quand même que Baruch Goldstein, donc un leader d'extrémistes qui a fondé le Bétar,
un malade mental aussi, je le rappelle, qui a été finalement éliminé tout de même, a assassiné des Palestiniens, des fidèles en prière dans le dos, parce que c'est des héros évidemment. Ça, on s'en souvient. Bizarrement, ça n'a pas choqué le monde entier. On se souvient du massacre, c'était il y a un peu plus de 40 ans maintenant, bientôt 40 ans, excusez-moi, de Sabra Shatila. 20 000 personnes tuées parce que les héros israéliens ont attendu le départ des forces palestiniennes qui sont partis à Tunis pour aller tuer leur famille. On se souvient tout de même que ces gens sont venus d'Europe pour voler une terre qui n'était pas la leur, il faut le rappeler tout de même, que malheureusement le fait de l'histoire, la barbarie européenne les a conduits là-bas, et qu'aujourd'hui, ils se croient des êtres supérieurement intelligents, supérieurement racialement parlant, on peut le dire, et ils s'imaginent que les Palestiniens sont les animaux. Je l'ai entendu, je vous parle de choses que j'ai entendues en direct. Oui, ils le disent. Alors quand on entend ça, il faut se poser de bonnes questions. Moi, je veux bien entendre que les Palestiniens seraient des terroristes. Je suis désolé, on vient chez vous, vous volez votre terre, c'est de la légitime défense. Je veux bien entendre que les Palestiniens auraient des torts, parce qu'ils tuent des occupants. En attendant, la plus grande puissance au monde qui soutient Israël, c'est les États-Unis, l'Occident en général, mais les États-Unis en particulier, et ils ont toutes les armes de plus haute technologie face à des gens qui lancent des pierres. Donc qu'on me raconte des histoires sur les victimes, ça va 5 minutes. Je rappelle tout de même que là, on nous sort les violons parce que 7 Israéliens colons, en l'occurrence, ont été tués, et c'est logique qu'ils occupent une terre qui n'est pas la leur, donc il y a un risque, c'est normal, c'est pas bien. Mais c'est logique. Et de l'autre côté, alors je préférerais la paix, je vous le dis franchement, et de l'autre côté, on tue tous les jours des Palestiniens. Tous les jours, il y a un Palestinien qui est abattu comme un chien dans la rue. Donc, qu'on nous fasse un calcul rapide, ça fait une moyenne de 30 Palestiniens par mois. Absolument. Ça fait plus de 360 Palestiniens par an. Alors, ils nous font les pleurniches parce qu'il y a 3 colons qui ont tué. Je suis désolé, ça va 5 minutes. On remet les pendules à l'heure. Des oradours sur guerre en Palestine, il y en a eu pendant des années. Et aujourd'hui, on a des massacres au quotidien avec l'autorisation légitime de l'armée de tirer sur qui il veut. Avec la population qui est armée, avec des Uzi qui peuvent tirer sur qui ils veulent, il y a un problème. Cet État doit être remis au pas de la loi. Il doit respecter les termes internationaux. Il doit une bonne fois pour toutes se plier à la réglementation internationale qui dit qu'il y a un droit pour le peuple palestinien. Oui, mais il faudrait. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, mais en même temps, s'il y avait un gouvernement qui tenait la route. Palestinien. Mais ils sont mis d'accord là. Oui, mais enfin, de se réunir. Enfin, le problème c'est que Bruno, c'est resté quand même d'une instabilité quand même et un manque de force politique, un manque de force politique sur la scène internationale. Alors, le gouvernement qui tenait vraiment la route, qui était puissant, c'était le Fatah de Yasser Arafat, qui a été assassiné par Israël. Yasser Arafat a signé des accords d'Oslo. En 93, 5 ans après, en 98, il devait y avoir la création d'un État palestinien. Ils ont tout fait pour ne jamais le créer. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas la paix, parce que c'est ce que disait d'ailleurs très bien l'écrivain, comment il s'appelle, Stéphane Hessel. Il nous expliquait qu'ils ne veulent pas la paix. Et c'est une réalité. Ces gens-là sont forts. Pour avoir la paix, il faut créer un rapport de force. Oui, mais le peuple palestinien était quand même assez divisé aussi. Non, là, ils y croyaient. Bruno. Là, ils y croyaient. Ouais. Si on devait faire une chronologie, la division est intervenue en 2006. Il y a eu des élections démocratiques dans la bande de Gaza. Le Hamas a remporté ces élections. Le Fatah, c'est à peu près, on va dire, un peu la copie du FLN algérien. Donc ils voulaient carrément accaparer le pouvoir. Ils ont écarté le Hamas avec la bénédiction de l'Occident. Il faut le rappeler. Que ça n'a pas été manipulé, on ne sait pas. Maintenant, pour revenir aux chiffres tout à l'heure. Il faut montrer que c'est le bordel, comme ça on peut. Non, forcément, c'est qu'ils ont laissé mourir la paix en 98. Le Hamas arrive au pouvoir, c'est logique, c'est une réaction, parce qu'il n'y a pas de solution. Pour revenir aux chiffres, Gamin, toi qui parlais de chiffres tout à l'heure, on en est, depuis le début du mois, on en est à 33 morts. D'accord ? L'année dernière, on est arrivé à 220 morts palestiniens. Il faudrait quand même se pencher. Pourquoi il y a tant de morts dans le clan des Palestiniens? Pourquoi? Les Palestiniens, c'est un peuple qui est brimé. C'est un peuple qui est carrément sous domination israélienne. Nous avons actuellement affaire à un état d'apartheid. La nature même juridique de l'état d'Israël d'aujourd'hui, elle est carrément, exclusivement et carrément juive. D'ailleurs, ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de constitution. Il faut le rappeler à nos auditeurs. Tout le monde croit. Et Israël, encore une fois, n'a pas de frontières pour les gens qui ne le savent pas. Donc, il y a Israël et la Corée du Nord qui n'ont pas de frontières définitives. Donc, pour revenir à Israël, Gamin, je rejoins Gamin sur ce point, ne veut pas de paix. Depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le processus de paix a été enterré avec lui. Par un extrémiste juif. Attends, Gamin, j'ai pas encore fini. Oui, sur la tribune. Il faut rappeler aussi à nos auditeurs que Yigal Amir, celui qui avait l'assassin de Rabin, donc il a été encouragé implicitement par l'actuel Premier ministre Netanyahu. Il faut jamais oublier ça. C'est lui qui avait appelé à tuer au sens figuré, on va dire, trucider. Mais toujours est-il, il avait affaire à un fanatique, et un fanatique, on ne peut pas le diriger, on ne peut pas l'orienter, on ne peut pas le contrôler. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Gélil est avec nous par téléphone au 01 40 33 9000. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Alors on t'écoute mon ami.
Je voulais interpeller, c'est Monsieur le maire là, Bruno, c'est ça? Bruno Pomar, oui, qu'est-ce qu'il a? Voilà, non, parce qu'il a dit, en fait, quand il a commencé à expliquer, il a dit que les Palestiniens des terroristes. Non, les vrais terroristes, c'est vous, monsieur. C'est les Européens. Il a rien fait, lui. Non, parce qu'il l'a dit, il fallait renvoyer dos à dos Ça commence bien, toi, Bruno. Oui, absolument. Direct, hein. Bruno, t'es un terroriste, toi, maintenant. Oui, ne faites pas une interprétation dévoyée, monsieur. Non, pas du tout. C'est pas grave. Vous avez renvoyé dos à dos. Les vrais terroristes. Oui, parce que des belligérants, il y en a du côté aussi, donc il faut rendre. Alors, on écoute, j'ai dit, après tu pourras répondre, vas-y. La Palestine, elle appartient aux Palestiniens. Moi, je suis pas d'accord pour avoir deux États. L'État, c'est aux Palestiniens, c'est tout. Si vous voulez, vous les ramenez chez vous. Déjà, vous vous plaignez, c'est qu'il y a trop d'Arabes, trop d'immigrés, que la France allait occuper. Les territoires. Excuse-moi, mon ami, j'aime pas du tout la manière dont tu t'exprimes. Franchement, c'est vraiment très. Tu lances des invectives. Et vous voyez, c'est pas avec ce genre de discours qu'on va y arriver, hein, je vous le dis direct. Hein. Oui, non, c'est clair. Chez vous, ça veut dire quoi ça? Tu parles à Bruno, ramenez-les chez vous, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi français, ça. Monsieur, en Occident, à la limite. C'est pas français, monsieur. Mais si, c'est n'importe quoi, mon ami, c'est pas comme ça qu'on s'adresse aux gens, c'est pas comme ça qu'on débat, frère, c'est pas comme ça. Bah, Christophe, moi je le dis comme je le pense. Oui, bah tu le penses, mais moi je me permets de te dire aussi que, franchement, on n'est pas dans un comptoir ici, on est dans une radio, et on essaie quand même un minimum. Il faut dire simplement. J'ai le droit de dire ce que je veux. Non, t'as le droit de dire ce que tu veux dans la limite des règles qui sont fixées quand même. Dans la limite des règles. Juste à l'instant. Non, juste à l'instant. Oui, un peu. Non, le problème qui s'est posé, c'est que vous avez dit chez vous. Il faut pas dire chez vous parce que Bruno n'a rien à voir avec ça. Non. Il faut dire en Occident. Moi, quand j'ai dit chez vous, j'ai pas. C'est chez toi aussi. C'est chez toi aussi, mon ami. Bien sûr, c'est chez toi ici. En Occident. Non, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais oui, mais faire attention aux éléments de langage, c'est important. Par contre, on comprend la position. Attends. Oui, on t'écoute, vas-y. On comprend la position. Non, parce que ici, à chaque fois, ils se plaignent. D'accord? Comme quoi, il y a trop d'Arabes, il y a trop d'immigrés, on n'est plus en France, la République, les territoires occupés de la France. J'ai donné un exemple. J'ai dit, les Palestiniens, ils doivent dire quoi? En sachant que ces gens-là, c'est eux qui les soutiennent. D'accord? Ils les soutiennent militairement, etc., médiatiquement, etc. Et nous, on doit pas parler. C'est pas normal. Qui dit qu'il y a trop d'Arabes en France? C'est les gens d'extrême droite, mon ami. Ils sont pas représentatifs, les gens d'extrême droite, quand même, dans ce pays. Rassure-moi, c'est pas eux qui dominent le discours politique, quand même. On est d'accord. Il n'y a pas que l'extrême droite. Il y en a plein qui parlent à tout va, tranquillement. Oui, mais c'est pas la majorité. Oui, mais bon, on va dire que c'est malheureusement la minorité qui se fait plus entendre que le reste. Hein. Je te rassure, en France, on a quand même, je pense que Bruno va aller dans mon sens, mais en France aujourd'hui, je pense c'est loin d'être un peuple raciste, bien au contraire. Oui, mais bien sûr. Voilà. Christophe, j'ai pas dit que les Français étaient racistes. Moi, ne me fais pas dire des choses. Non, mais je sais. Non, mais j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Quoi, ils sont plus chez eux, etc. Bon, oui, mais ça, c'est des abrutis, des ignares, des ignorants. Voilà. Moi, j'ai insulté personne. C'est tout. Parce que monsieur le maire, il a commencé en disant. Oui, les Palestiniens, après terroristes, après il a dit oui, même. Non, vous écoutez pas, monsieur. Je pense que vous écoutez pas ce qu'on dit. Si, j'ai écouté, monsieur. Je pense qu'il faut être mesuré. Vous savez, la France est un pays d'accueil, vous le savez, vous y vivez, donc voilà. Et la France n'est pas raciste, comme vous pouvez peut-être le sous-entendre en disant ça. Non, mais vous le sous-entendez, donc vous voyez. N'écoutez pas trop les politiques, faites-vous votre propre opinion, monsieur, vous voyez. Non, mais je l'ai fait ma propre opinion, mais moi je vous donne. Tu fais quoi dans la vie, mon ami? Tu fais quoi comme travail? Je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Bah écoute, bon courage. T'es en grève demain ou pas? Non, je travaille. Bon, bon courage. C'est bien. Bon courage à toi en tout cas. Merci de ton appel. 01 40 33 9000. Ah oui. Ici, on parle franchement, Bruno. Tu vas le voir. Tu vas vite être baptisé, moi je te le dis. Tu sais que. Oui. Mais on parle vrai ici. Voilà. On est en direct là? Oui, on est en direct, bien sûr, on est en direct. Mince, j'ai fait dire vive Sarkozy. Alors, on enchaîne avec un autre auditeur, puisque évidemment le peuple a la parole dans cette émission, avec Abdel qui nous appelle. Salut Abdel. Salut, écoute, vous posez la question, oui, pourquoi les médias se comportent comme ça? Oui, ça nous fait mal au cœur, mais parce qu'on sait à qui appartiennent les rédactions. Bruno, par exemple, je te lance un défi. Ouais, vas-y. Essaye de répéter le quart ce que a dit Gamal chez Halouna. T'es viré le lendemain. J'ai rien dit, hein. Moi, je suis lâche, hein. Non, mais franchement, non. Vas-y, moi, je t'attends. J'ai pas eu l'occasion, mais de le dire. Je dis pour d'autres occasions concernant les gilets jaunes, concernant les gens éborgnés. Non, je te parle pas des gilets jaunes. Je te parle. Tu dis bien que les Palestiniens ne sont pas des terroristes, que c'est normal qu'ils se défendent parce que leur terre est occupée par Israël. Donc,
On n'a pas à faire de poids de mesure. Jure, tu vas le dire? Ah ben, il faut que le sujet vienne sur une émission. Tu comprends bien que c'est pas moi qui vais. Appel, vous êtes des gros malades. Tu peux pas, parce que il faut le dire. Tu peux pas parce que on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à faire mal à des millions de gens, de familles qui ont perdu des enfants uniquement pour toucher leur cachet, même s'ils le pensent pas, et rester à la télé. Oui, mais tu ne peux pas traiter l'ensemble de la communauté israélienne comme palestinienne de terroristes. Les terroristes, ils sont partout. On le voit bien. Hein. Moi, tu sais, dans mon boulot, je l'ai tellement fait, j'en ai tellement traité des terroristes que. Attends, laisse parler, Abdel. Ouais. On tue des Israéliens, on doit pas le faire. Pardon ? On tue des Palestiniens, on doit pas le faire. Mais est-ce que tu peux dire qu'est-ce Israéliens, Palestiniens, pareil? Est-ce que tu peux le dire? Mais ce que j'ai dit d'ailleurs en début d'émission, je me suis pas caché. Hein. Ouais, mais tu l'as dit chez Christophe. Chez Christophe. Oui, bah c'est moi, en l'occurrence. Oui, tu l'as dit ici. Excusez-moi. Oui. Non, mais ce que te dit Abdel, mais de trouver un consensus entre ces deux nations. Pour moi, deux nations, c'est deux populations et c'est tout. J'ai jamais. Entre nous, tes propos seront modérés, tu le sais très bien. Mais non. En fait, ce que te dit Abdel, Bruno, c'est que ce dont on parle ici et ce que tu dis aujourd'hui, tu pourrais pas le dire dans d'autres rédactions parce que effectivement, c'est un discours qui passe pas en fait. Mais déjà, ce sujet chez Monsieur Hanouna, il n'apparaît pas. Non. Donc c'est un sujet tabou. Ça sert à rien de débattre là-dessus. Donc je pense que toutes les émissions, on le verrait partout parce que le discours de Gamal, il est écouté. Mais on fera tout pour pas que Gamal passe. Ah, c'est normal, hein, je suis un mauvais garçon. Mais Gamal, il faudra l'inviter. Voilà. Bon, merci Abdel, merci beaucoup. 01 40 33 9000 les enfants sur France Maghreb 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment est-ce qu'on est au bord d'une implosion, là, d'un risque, en fait, d'un embrasement en fait dans cette région. Quand on voit par exemple que voilà les propos du gouvernement qui sont vraiment très durs, en fait, on va répondre très rapidement et violemment. C'est ce que dit en tout cas le gouvernement israélien. On en parle avec vous au 01 40 33 9000 avec Bruno Pomar, Gamal Abina, Nasser Lajili et Ismaël Tefour, et on va parler évidemment après de cette journée de demain qui annonce être une véritable journée de galère. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct en ce lundi 30 janvier avec vous, auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000 avec Smaïn Tefour, journaliste, avec Nasser Lajili, ancien élu et militant associatif, avec Gamal Abina qui est fondateur du MDC, avec Bruno Pomar, ancien policier du RAID et maire d'un petit village. Il y a une place chez vous, monsieur le maire? Il y a une place chez vous là-bas? Ah oui, venez habiter chez moi. Est-ce qu'il y a du boulot chez vous? Malheureusement, non. Il y a une place là-dedans. Postier, par exemple. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'on voulait mettre les migrants dans le rural. Alors, c'est une bonne idée ou pas? Mais non, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ouais. Mais non, mais franchement, je veux pas être manquer d'humanisme ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans mon village où il faut une bagnole pour se déplacer? Ah oui, il faut du travail. Il faut du travail. Un migrant, il a besoin d'un boulot. Oui, il n'a pas besoin de. C'est pas possible. Faire d'assistanat ou si faire c'est pour habiter un endroit sans travailler, laisser les mecs sur le canal Saint-Martin sous des tentes. Moi, je suis pas d'accord. Tout au long du périph' aussi. Oui, absolument. Alors, revenons Gamal. Est-ce qu'il faut craindre un embrasement dans cette région au vu de ce qui s'est passé ce week-end? Pourquoi? Moi, je dis le contraire. Alors Gamal, pourquoi? Moi, je dis le contraire. J'ai des éléments. Le seul embrasement, c'est qu'on va tuer plus de Palestiniens, que personne va bouger comme d'habitude. On va dire c'est pas bien. Ils vont peut-être les bombarder pendant une dizaine de jours. Ils vont s'arrêter parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des Katyusha ou des petites roquettes qui vont être tirées par les Palestiniens. Il ne se passera rien parce que les Arabes sont des lâches. Je le répète, ce sont des lâches. Oui, que font les Arabes d'ailleurs? Ils ne font rien. Ils ont composé. Ils ne font jamais pression sur Israël. Il suffirait d'une seule arme pour en finir avec cette guerre. Une seule. Boycott, pétrole-gaz. Voilà, vous faites ça. Blocus, et après on discute. Mais ils ne veulent pas le faire. Même les armes de l'économie l'emporte sur tout, tu le sais. Oui, l'économie, c'est le meilleur moyen. Ce qu'on a fait avec l'Afrique du Sud, ça a marché. Si on fait ça, après on aura un gouvernement qui va commencer à réfléchir un peu. Gamal, pour parler de rapport de force, pour compter sur les Arabes, je suis entièrement d'accord avec toi. Les Arabes ont fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Pas tous. Non, mais l'Algérie, à l'exception de l'Algérie ou la Tunisie. L'Irak, non, la Syrie, elle est en guerre. Non, s'il te plaît. La Libye, l'Irak. Ok, la Libye est défaite. On parle des pays qui sont. La Mauritanie. Non, on parle des pays qui sont politiquement debout. Gamal, s'il te plaît. La Tunisie. Non, je viens de dire la Tunisie. Et la Mauritanie. J'ai dit, non, la Mauritanie, ok, mais la Mauritanie, il n'y a pas longtemps aussi, elle avait une ambassade. Non, s'il te plaît, je finis mon propos. S'il te plaît, je finis mon propos. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de rapport de force. Tu parlais des Arabes. Les Arabes,
on parle des États. En parlant des États, il ne faut pas compter dessus. Par contre, maintenant, le rapport de force a changé. Pourquoi le rapport de force a changé? Maintenant, le Hamas est carrément doté d'armes. Il a les cornettes, par exemple, qui peuvent détruire un char. D'ailleurs, la raison pour laquelle il n'y a pas d'incursion à Gaza. Il n'y a pas d'incursion à Gaza. Ça risque de se passer aussi donc en Cisjordanie. Il risque d'y avoir des cornettes. Pourquoi? Je m'explique. Benjamin Netanyahu, 3 jours avant l'incursion israélienne... ou 2 jours, avant l'incursion israélienne donc à Jénine, dans le camp des réfugiés, il est allé en Jordanie pour justement contrôler le flux d'armement. Parce qu'il paraît que les armes transitent par la Jordanie. Ça m'étonne fort que ça soit par là. Donc, mais toujours est-il que les gens de la Cisjordanie, enfin en parlant, en plus maintenant nous avons à faire ce qu'on appelle à des loups solitaires. Et c'est ça qui fait un peu, on va dire, la singularité maintenant de cette intifada, parce qu'on parle de 3e intifada qui risque Ah si, moi j'y crois. Non, parce que quand on va les... Pardon ? Qui ne contrôleront pas. Absolument. Je vais te dire pourquoi, Gamal. Les dirigeants du djihad islamique, ils parlent d'ailleurs, pas d'intifada, ils parlent d'une guerre imminente, avant même le mois d'avril, entre Israël et ce mouvement politique. Le Hamas, il s'est apparemment engagé par rapport aux Égyptiens, donc il leur a donné sa parole comme quoi il ne va pas intervenir. Mais je le vois mal après, si le djihad va enclencher donc des hostilités par rapport à ce qui se passe maintenant à Jérusalem-Est. Il faut rappeler aussi à nos auditeurs que toutes les résolutions qui ont été prises depuis l'établissement de cet État, aucune de ces résolutions n'a été respectée, même pas exécutée sur le terrain. Ah oui, absolument. D'où la violence aujourd'hui. En plus, il faudrait aussi soulever une question sur l'inanité de l'ONU. L'ONU risque de connaître pratiquement le même sort que son ancienne classe D1, la Société des Nations. L'ONU, maintenant, ça sert à quoi? Comme disait De Gaulle, le machin. Le machin. C'est vraiment un machin, maintenant. Et puis voilà, j'ai fini mon tour. Nasser, avant d'accueillir Méziane au 01 40 33 9000, est-ce que tu crains un embrasement au vu de l'actualité, des dernières nouvelles de l'actualité dans cette région? Alors, craindre un embrasement, oui. Par contre, craindre, une réaction, non, je ne pense pas. Et je pense qu'avec les gouvernements qu'on a aujourd'hui en Israël comme en Palestine, rien ne pourra changer dans ce territoire. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Méziane est avec nous. Bonjour Méziane. Allô, bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Bonjour Méziane. Bonjour Méziane. Je vous salue tous bien bas. Je suis d'accord, il m'a coupé l'herbe sous le pied là, le monsieur qui a parlé de l'ONU. Moi je me demande, est-ce que Israël ne tient pas compte des lois internationales par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? Est-ce qu'elle est protégée? Je ne parle pas du peuple israélien, je parle des gouvernants. Hein, parce que les Israéliens, il y en a qui sont contre ce pouvoir d'extrémistes. Voilà. Maintenant, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, moi j'ai la même considération pour toutes les vies humaines, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle confession qu'elles soient. Maintenant, d'un point de vue idéologique, je crois que les gouvernants, depuis très longtemps en Israël, ont une protection parce qu'il y a comment on appelle ça, un espèce de tabou de ce que l'Occident avait comme responsabilité lors de la dernière guerre mondiale. Tu veux dire une espèce de culpabilité? C'est un sentiment de culpabilité, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Merci Méziane. Tiens Bruno, sur ce que vient de dire Méziane, c'est intéressant ça. Est-ce que finalement l'Occident n'a pas une espèce de sentiment de culpabilité? Et ma deuxième question, est-ce qu'on peut imaginer possible un peuple, en l'occurrence le peuple juif, qui a connu le nazisme, qui a connu le pire absolument. Aujourd'hui, dans un État qui se veut un État juif, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, on puisse avoir un gouvernement d'extrême droite. Ça paraît quand même assez incroyable. C'est surprenant et je pense que une grande partie du peuple juif n'a pas ce sentiment de vouloir ce qui se passe, c'est-à-dire cet affrontement incessant entre une grande partie des Palestiniens qui sont contre. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je ne connais pas parfaitement en détail cette situation, enfin, de façon générale, le conflit. Mais là-dedans, encore une fois, il faut qu'on trouve un consensus entre les Palestiniens, les Juifs et surtout l'Occident, qui a quand même un pouvoir de pression et une responsabilité historique. Et aussi une forme de pression, puisque ils sont quand même derrière les Occidentaux et les Américains. Je pense toujours au peuple, moi.
Parce que les dindons de la farce, excusez-moi, là-dedans, c'est qui? C'est le peuple, c'est-à-dire c'est eux qui vont morfler. C'est pas Monsieur Netanyahou ou Monsieur Hamas ou je ne sais qui. Enfin bref, c'est le peuple qui va. Donc il faut trouver une réponse, un consensus à tout prix. Mais le problème, c'est que effectivement, c'est la véritable interrogation. Ça fait 50, 60 ans, peut-être 75 ans. 75 ans. 75 ans bientôt. Si on ne trouve pas une solution, je ne sais pas où on va. Est-ce que vous savez que, par exemple, les laïcs en Israël deviennent de plus en plus minoritaires? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux de natalité est fait par rapport aux chassidim. C'est l'aile la plus extrême des juifs orthodoxes qui font 10 enfants par foyer, par exemple. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a un déséquilibre en termes d'élections et on va forcément vers les extrêmes et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que tous les juifs sont anti-arabes, ce qui est faux d'ailleurs. Il faut le reconnaître, Donc du coup, il faudrait justement à ce qu'il y ait, on va dire, un rééquilibre entre les politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les chances ne sont pas réunies pour parler de deux États. Pour parler de deux États et de paix en l'occurrence. Je vais dire un truc non, tu dis pas rien, stop, c'est la pub. Dans un instant, le Zap Oumat sur France Maghreb 2. Et avant que nous parlions ensemble de ce qui va se passer demain, parce qu'il y a du dur aussi ici. À tout de suite, ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, en direct jusqu'à 18h avec autour de la table Bruno Pomar, ancien policier du RAID, maire d'un petit village avec nous sur France Maghreb 2, Gamal Abina, fondateur du MDC, Nasser Lajili, ancien élu et militant associatif, Smaïn Tefour, journaliste. C'est l'heure de retrouver le Zap Oumat. Je rappelle le principe, c'est simple, je donne une info, à vous de choisir si vous décidez de la commenter ou de la... Zapper. Voilà, tout à fait, on y va avec ma première information. Le président du CRIF et plusieurs personnalités d'extrême droite s'en sont pris au maire de Lyon. Son crime, avoir invité Salah Hamouri et organisé une table ronde sur la Palestine. Et aussi, alors là, c'est peut-être une connerie de sa part, d'avoir supprimé un voyage à Auschwitz. Est-ce que vous décidez de zapper ou de commenter? Je précise que ça a été réactualisé ce matin. Le maire de Lyon a décidé de céder à la pression et d'annuler la fameuse table ronde qui était prévue, dans laquelle devait participer donc Salah Hamouri. Gamal, tu zappes ou tu mates? Je mate. Simplement parce que, et très rapidement, ils viennent de supprimer, de faire censurer RT France, qui est magnifique. Maintenant, ils censurent des hommes qui ont été, un homme en l'occurrence, qui a été expulsé de sa propre terre, Salah Hamouri, qui est quand même pas un criminel. Et simplement pour dire que lorsqu'on commence à faire pression sur les politiques français... Et qu'il est franco-palestinien. Mais quand on fait pression sur les politiques parce qu'on n'aime pas les conférences, on peut commencer à faire pression sur tout le monde et pour toutes sortes de conférences. Ça s'appelle de la censure, c'est inacceptable. On commence à dériver lentement mais sûrement vers des postures d'extrême droite, en France aussi malheureusement. Nasser, tu zappes ou tu mates? Je zappe parce qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. Très bien. Smaïn? Non, je mate. Eh ben vas-y, on t'écoute. On est pourtant toi. Ouais, tout à fait. On est dans un pays de liberté. On ne cesse pas de répéter, de nous rappeler à satiété que nous sommes donc il faudrait plutôt adhérer à la liberté d'expression dans toutes ses dimensions. Là, je me rends compte qu'on prive un homme français de surcroît de s'exprimer sur un mal qui ronge justement le monde entier. Pourquoi? La question palestinienne, c'est quand même le nœud gordien de la politique internationale. Et maintenant, parce qu'il y a le CRIF qui veut interdire à un homme de s'exprimer, c'est que quelque part, on a peur de ce qu'il va dire. Bruno, tu zappes ou tu mates, Bruno? Je mate juste enfin, je sais pas si c'est du bon sens ou pas, mais enfin, je vais faire le parallèle avec les caricatures de Mahomet. Ouais. Sur la liberté d'expression. Je crois que la liberté d'expression, quel que soit le sens, alors je ne sais pas ce qu'allait dire ce monsieur dans son intervention. Question palestinienne. Si c'est pour propager la haine. Vous voyez ce que je... Non, mais je vous le dis comme je pense. Au même titre d'ailleurs que lorsqu'on a vu les fameuses caricatures de Mahomet, à quoi ça sert au nom de la liberté de balancer les caricatures, quelles qu'elles soient? Pour moi, ça n'apporte rien, ça n'apporte que du risque. C'est contre-productif, Et voilà, donc, et je réponds à ce monsieur pareil. Je ne sais pas ce qu'il allait dire ou quoi, je n'ai pas suivi. Alors, moi, je pense qu'il faut juste préciser à Bruno que Salah Hamouri, c'est quelqu'un qui est en prison pendant 8 ans en Palestine. Oui. Sans avoir été condamné de... Rétention administrative. Absolument. Oui, mais c'est de savoir le message qu'il veut faire passer. Non, mais le message, c'est la vie des Palestiniens en Palestine. Voilà, oui, mais c'est un témoignage qu'il voulait donner. Il ne fait pas d'appel au meurtre du tout, il l'a jamais fait. Vous savez, les discours de Tariq Ramadan, c'est la même chose. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? C'est autre chose que lui. Oui, non, mais je voyais ce que je veux dire. Non, mais il n'est pas oui, non, mais entendez bien ce que je... Moi, je le vois. Vous connaissez bien tous ces sujets, je l'entends. Moi, je les connais moins bien. Je vous dis, si c'est des messages de haine, si c'est des messages... C'est pas du tout le personnage. Les messages de haine ne sont pas les bienvenus.
bienvenue, bien entendu. Ouais, mais je veux dire, tout qui est bien. Non, mais il faut expliquer très rapidement. Salah Hamouri, il est avocat. C'est pas du tout un haineux ou un propagandiste. C'est un mec qui a pris 8 ans de prison sans aucun procès. Donc il fait un retour d'expérience qui est nécessaire. Parce que là, ce qu'on l'empêche de faire, c'est... Pourquoi il a pris 8 ans de prison ? Parce que Israël prend souvent des gens, les met en prison. Oui, ce qu'on appelle des arrestations administratives. Parce que soi-disant, il n'y a pas de chef d'inculpation. Il n'y a pas de jugement. C'est une garde à vue. C'est la spécificité. Non, c'est multiple. Des fractions. Non, mais il faut chaque fois, il expliquer. prend la parole, on le met en prison. Gamal, il faut expliquer que c'est une garde à vue qui n'a pas de limite dans le temps. Ça, voilà. Ouais, c'est ça. Il faudrait faire une grève de la faim pour être. Pourquoi les enfants de 14 ans sont en prison? Alors, on enchaîne avec une autre information qui nous emmène en Belgique, messieurs. Des robots livreurs testés par la grande distribution. Ça existe d'ailleurs au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Est-ce que tu zappes ou tu commentes, mon cher Gamal? Bien sûr, c'est super. Ouais. C'est génial. On n'a pas assez de chômage. On va rajouter un petit peu, c'est bien. Ouais. Nasser, je zappe. Tu zappes. Smaïn. Bah écoute, brièvement. Non, Nasser, il zappe. Non, je suis pas d'accord. Nasser, tu parles. On parle de travail et de gauchisme. Au nom de la loi. Smaïn. Enfin, brièvement. En fait, encore une fois, ça va rajouter un peu au malheur de l'humanité. Hein. Donc, quand je vois, par exemple, quand je vais à Auchan, par exemple, que je vois qu'il y a plein d'automates et qu'on a réduit le nombre de caissières ou de caissiers, on se pose la question, qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là? Je précise que c'est des robots, en fait, voilà, on met la commande dedans et puis on n'est pas contre le progrès, ceci dit. Et il va livrer directement à la personne, voilà, il y a un anti-vol et tout ça, donc Bruno, tu commandes, tu zappes ce type. Non, je commente en disant tout simplement, et je partage ce que disent mes amis, c'est-à-dire que c'est toute cette technologie ultra perfectionnée, ça nous coupe encore du lien social, de faire ce qu'on fait, d'échanger, même si on n'est pas d'accord sur le sujet. La caissière, c'est vachement important quand tu arrives à la caisse et que tu dis 2 mots avec quelqu'un, c'est vachement... Surtout les personnes du troisième âge qui cherchent à discuter. Donc tu vas arriver, non seulement ça va créer des problèmes encore d'emploi, même s'il y en a beaucoup encore à pourvoir d'emploi, mais je veux dire, quand tu vois arriver un robot qui te sert, tu vas prendre ton truc et... bientôt on va plus parler, si on va se parler à travers les... Nous aussi on va devenir des automates. On a commencé C'est ça, on va prendre des chroniqueurs robots, ça sera sympa. Troisième info, j'aurais réglé ça en 24 heures. Attaque de la gestion de Biden à propos de l'Ukraine par Trump. Est-ce que tu commentes ou tu zappes, mon cher Gamal? Mais bien sûr, je commente. Il aurait réglé ça en 24 heures, Trump. Tout à fait. Il aurait immédiatement discuté avec les Russes. Il aurait fait en sorte de mettre évidemment Monsieur Zelensky en face de la Russie pour négocier et arriver à la paix. Pourquoi? Parce que les Turcs ont réussi à le faire et ils n'avaient pas de gros moyens. Donc c'est vrai qu'il le dit parce qu'en plus il faut se rappeler une chose, Trump était en très bon terme avec les Russes. Donc ça aurait été beaucoup plus rapide. Ouais, Nasser? Oh, je zappe. Franchement, j'en ai marre de tout ce qui concerne. Je vais commenter quand même. En fait, connaissant le tempérament du l'ex-président Trump, c'est un bonhomme qui a des idées toutes tranchées. Je pense qu'il est sincère quand il dit qu'en 24 heures, il arrêtera. Il ordonnera déjà à Zelensky de s'arrêter d'abord. Ça, c'est sûr. Bruno? Ouais, moi je suis complètement d'accord avec mes amis. Là. Trump, c'est pas la science... parfaite pour régler les problèmes diplomatiques non plus. Donc, mais il a quand même été voir la Corée du Nord, il l'a fait. Fait la Corée du Nord, oui, c'est pas la Russie. C'est pire. Non, mais je veux dire, oui, non, mais ils sont chez eux, ils sont enfermés, mais la Russie, il y a des vieux relents de tsarisme de la part de Poutine. Moi, je crois pas que Trump revenant aurait réglé la problème. Trump, il aurait dit quoi? Il aurait dit on lui laisse le Donbass. Voilà ce qu'il aurait fait. C'est ça. Il dit pas la solution. On vous laisse le Donbass, on la grille. Mais même dans les officines, Gamal, on parle justement d'abandonner le Donbass. Personne ne veut. D'ailleurs, Miley, le patron de l'armée américaine, il avait dit qu'on n'allait pas revenir sur le nouveau tracé des frontières russes. C'est vrai que Biden, c'est quand même pas un champion du monde, mais peut-être faire autre information. Peut-être faire un rappel à Bruno que Trump n'a jamais déclenché de guerre depuis qu'il était. Ah, tu as raison. Alors que Obama, toi t'as pas zappé, oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. Les votes en guerre, c'est les démocrates. Il a zappé, mais il a balancé une très bonne information derrière. Non, mais le seul qui n'était pas patriote, il y en a eu 2. Il y a eu effectivement Trump, ça paraît surprenant, ultranationaliste, et il y a eu évidemment Carter. C'est les 2 seuls. C'est vrai. Et Obama et compagnie. Obama, les républicains en guerre pour la guerre. Bush, n'en parlons pas. N'en parlons même pas. Père comme fils. Quatrième info, les régions côtières de l'ouest et du sud de la France, ça te concerne un peu, Bruno, devraient connaître un gros déficit de main-d'œuvre d'ici 2030, ce qui d'ailleurs accentuerait les difficultés de recrutement déjà fortes localement sur certains métiers selon une étude. Et voilà, il y a plein de métiers qui sont évidemment en difficulté. Tu commentes ou tu zappes, Bruno? Tiens. Je commente, mais ça a déjà commencé d'ailleurs. C'est pas une news, quand tu sais qu'il y a 300 000 emplois dans la restauration, et c'est vrai sur le sud en particulier, mais un peu partout. La restauration en France, c'est quelque chose d'essentiel, je dirais. Tu as des emplois en pagaille qui sont non pourvus,
qui en fait oblige pas mal d'établissements à fermer d'ailleurs, mais tu as même chez les agriculteurs et autres, les gens qui viennent du Maroc, du Portugal, d'Espagne, etc., pour faire les cueillettes, etc., et les agriculteurs souffrent de main-d'œuvre. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est un vrai souci, mais bon, maintenant, si les Français ne veulent pas travailler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pas travailler comme ça. Gamal, tu commentes, tu zappes. Oui, non, je commente, effectivement. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit de travail dans des métiers qui sont difficiles, effectivement. Et le problème, c'est qu'on a dit aux Français, à la population française en général, qu'il valait mieux être des fonctionnaires, travailler dans des bureaux, rester planqués. En gros, c'est ça l'idée. Et malheureusement, on a fait de ce pays un énorme parc à fonctionnaires et à travailleurs dans le tertiaire. Et le secteur secondaire, en l'occurrence, ou primaire, est délaissé. Et le problème, c'est que ce qui fait la richesse de la France à l'origine, c'est bien l'agriculture, c'est bien les industries, c'est un pays très industriel. Aujourd'hui, on a perdu ces deux forces-là, donc malheureusement... Ouais. Nasser Lagili, tu commandes, tu zappes. Je zappe. Oh, mais t'arrêtes, toi. Lui à gauche. Smaïn. Elle est où là? Smaïn. Surtout pas, ils veulent pas travailler. Je pense que. Ma lunette, elle est tombée là. Tes amis de LFI en particulier. La gauche a pris une droite. Excusez-moi. Excusez-moi d'être aussi direct. Alors, Smaïn. Brièvement aussi. Je pense que Bruno a tout résumé par rapport à cette immigration. Enfin, pardon, à ce déficit en matière. Donc, non, mais parce que j'allais y venir. On a besoin de l'immigration, évidemment. On a besoin. D'ailleurs, pour une fois, il est arrivé à M. Darmanin de dire une certaine vérité. Il a été rationnel. Pour une fois, il avait dit qu'il ne fallait pas être hypocrite et qu'il fallait régulariser certaines catégories de ce qu'on appelle les migrants clandestins pour justement combler ce déficit. La restauration, il y en a beaucoup de. Pardon ? Dans la restauration, il y en a beaucoup de clandestins. Oui, même en agriculture. Ah oui, bien sûr. Dernière info, les gars. La consommation de bioéthanol s'est envolée en France, sachez-le, de 83% en 2022. En France, c'est ce qu'a annoncé effectivement la collective du bioéthanol qui a particulièrement franchi un cap très intéressant et qui est très convoité en ce moment. Mon cher Bruno, l'éthanol. Écoute, j'ai un 4x4 à éthanol. Ah oui, ça m'emmerde. Il est bien placé en plus. Ouais, je suis un vrai écolo. J'ai un gros 4x4 mais à l'éthanol. Vous l'avez senti quand je suis rentré. Le paradoxe. On t'a pas dégonflé les pneus par hasard? Non, pas encore. Alors Bruno, le fait que l'éthanol explose, c'est normal. C'est une manne financière à la pompe. Les mecs de Bercy, ils réfléchissent, ils sont pas bêtes, nos énarques à Bercy. Ils se disent, tiens, c'est une manne financière supplémentaire, donc allons-y, même si ça touche une petite catégorie de gens qui sont équipés en voiture, mais quoi qu'il y en a de plus en plus, parce que les garagistes équipent de plus en plus de voitures à l'éthanol, donc c'est une manne, si on peut gratter quelques centaines de millions d'euros. Ça va se généraliser à un moment donné. Oui, absolument. Gamal. Moi, j'allais dire simplement que si ça explose, c'est parce qu'on s'est fait lourdement avoir sur les véhicules hybrides ou électriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, recharger un véhicule électrique coûte plus cher qu'une voiture à essence. Donc l'augmentation d'électricité a été catastrophique par rapport à l'écologie, évidemment. Et c'est vrai que les gens vont dans des solutions qui sont beaucoup plus adaptées et moins chères. C'est tout simplement ça. Nasser Lagili. Quand on voit le prix de l'essence et du gasoil aujourd'hui, c'est normal que les gens préfèrent ce type de fonctionnement. On est à 2 €, ça y est, le litre de gasoil, 2 €, quasiment 2 partout. € et 0,7 centimes. Avec un baril à $80, c'est marrant ça. Vous avez qu'à marcher à vélo. Oui, donc on va dire que par rapport à l'éthanol, en fait, je pense que c'est une très bonne idée qui aura tendance peut-être à se généraliser, ne serait-ce que par rapport à l'hydrogène aussi, Donc ne serait-ce que par rapport au coût, donc c'est très important. Et puis au plan écologique, je pense que c'est une bonne idée. Après, c'est un problème éthanol parce que ça prend les terrains. On a Khalid qui est avec nous au standard 01 40 33 9000 avant que nous parlions de cette journée de galère en perspective demain. C'est la deuxième depuis le début de cette année. Après le 19 janvier, place au 31 janvier à l'appel de l'intersyndicale. Et le politique qui durcit le ton avec notamment Madame Borne hier. Khalid, bonsoir. Bonsoir Christophe, bienvenue à vos invités. Je voudrais revenir très rapidement sur le terme de résistant ou de terroriste pour rappeler que les Allemands appelaient Jean Moulin terroriste dans toute la presse, c'était répété par la presse collaborationniste aussi, Jean Moulin terroriste, De Gaulle aussi chef du terrorisme, etc. Toute la résistance a toujours été appelée par l'ennemi terroriste. Donc je dis ça pour que les Français situent à peu près selon le camp où vous êtes terroriste ou alors résistant. Et alors, deuxième chose, je vous conseille un livre qui est difficile à trouver maintenant de Stéphane Hessel et de Madame Véronique De Keyser, qui est une députée européenne belge, qui ont écrit un livre qui s'appelle La trahison européenne. Quand vous lisez ça, vous comprenez pourquoi il y a 2 poids 2 mesures, et dire 2 poids 2 mesures, c'est encore très peu dire, mais vous comprendrez comment la trahison se fait grâce au lobbying et aux préférences des États pour soutenir tel peuple contre un autre. Et alors, dernière petite chose,
il y a un livre qui est sorti de Khalid Ramsi, qui est un journaliste et écrivain palestinien dont j'avais parlé à l'époque quand j'étais à la radio, qui s'appelle Taxi. Récemment, il a sorti un livre qui s'appelle Shamandar. Shamandar, c'est le nom arabe d'une étoile qui s'appelle, je pense que c'est l'équivalent de Vénus, je crois, en arabe on dit Shamandar. Khalid Ramsi raconte plein d'histoires, et il raconte une histoire intéressante. Je dis ça pourquoi, Christophe ? Parce que il ne faudrait pas mettre tous les juifs dans le même sac. Il y en a très peu, effectivement, qui sont pro-palestiniens et pro-arabes, il y en a. Et Khalid Ramsi raconte une histoire vraie vécue par un juif qui s'appelle Azov. Azov est un Irakien, arabophone, arabe, et il vit en Irak. Et alors, avec la création de l'État d'Israël, bien, comme pas mal de juifs, il décide d'aller en Israël, d'essayer de vivre. Le problème, après la guerre de 56, à Suez, il se rend compte que finalement, ce Azov, il n'est pas bien chez lui. En fait, son pays, c'est pas Israël. Il retourne en Irak. Il rencontre un de ses amis et lui dit « Mais tu es fou. Vu le contexte international Azov, si on sait que tu es juif, tu es revenu, tu risques d'être tué ou enfermé. » Et Christophe, tu sais ce que Azov va répondre ? Il va répondre une chose extraordinaire. Tu m'entends toujours, Christophe ? Bien sûr, on t'entend, oui. Ouais. Et le juif, l'Irakien, l'arabe, Azov va répondre à son ami « Je n'ai qu'une identité, je n'ai qu'une adresse, je vis et j'habite dans la langue arabe. Je ne peux pas vivre ailleurs. » Et ça montre bien aussi l'esprit de certains juifs qui existent encore aujourd'hui, comme Stéphane Hessel ou comme René Broman et plein d'autres, ou j'ai oublié cette avocate... Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, voilà. Enfin, il y en a des gens comme ça, il y a des gens merveilleux. C'est pas la majorité, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Et le terrorisme, eh bien, à l'époque, la première fois où ça a été employé, je pense, c'était lors de l'explosion de l'hôtel King David à Jérusalem. Eh bien, c'était l'Irgun, c'était Ishaq Shamir, je crois, et Menahem Begin, qui étaient des terroristes et qui avaient fait exploser cet hôtel, qui avait fait une centaine de morts en 1946, je crois. Et c'était la première fois où on parlait de terrorisme en Palestine, à l'époque, et c'était l'Irgun qui était montré du doigt. Merci Khalid pour ce petit rappel historique très intéressant, évidemment, comme à chaque fois. À très vite, mon Khalid, on s'appelle. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à ce qui va se passer. Juste, Christophe, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis gêné par le terme qu'on utilise parce qu'on mélange tout. On ne doit pas dire juif, c'est inadmissible et c'est pas vrai. Israélien. On doit dire israélien ou israélite. Parce que juif, c'est une religion. Ouais, et si on met le théâtre d'opération entre religieux, ça n'est pas un conflit religieux. Il y a les Arabes juifs. Il y a aussi des Arabes juifs, faut pas les oublier. Bien sûr. Il y a les Arabes chrétiens, on les oublie aussi, Georges Abbas et autres. Et il y a les Arabes israéliens. Ça existe aussi. Donc il faut vraiment dire d'un côté israélite et de l'autre côté, parce qu'ils sont pas tous juifs, on le sait très bien, et de l'autre côté évidemment, arabes et non musulmans, parce que c'est réducteur. D'ailleurs, on ne réduit pas non plus le palestinien à musulman. Le palestinien chrétien, et juif. Voilà. Et juif. Et juif, voilà. Alors, on va maintenant revenir en France, si vous voulez bien, pour parler de ce qui va se passer demain. Alors, a priori, les syndicats espèrent. D'ailleurs, il y a une note des renseignements territoriaux qui indique qu'effectivement, ils ont une certaine peur sur ce qui risque de se passer demain. On parle peut-être d'une certaine radicalisation au vu de ce qui va se passer demain. En tout cas, et quoi qu'il en soit, on sait d'ores et déjà que les transports seront fortement impactés, notamment en région parisienne, avec des RER D et C par exemple quasiment inexistants. Le métro, on n'a pas encore tout à fait les prévisions, en tout cas pas à ma connaissance, mais il serait tardé de les avoir. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être très perturbé. L'intersyndicale, donc toujours 8 syndicats qui sont vent debout évidemment contre cette réforme des retraites. Et pendant ce temps-là, ce week-end, Madame Borne, la Première ministre, a déclaré ceci hier. Ce n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales. Ça n'est plus négociable, nous dit Madame Borne, Bruno Pomar. Est-ce que c'est une manière d'entamer un dialogue ou d'essayer de calmer un peu les choses ? D'abord, la loi va... Enfin, ça arrive là, maintenant, ce n'est plus négociable. Je crois qu'il y a eu des entretiens. Alors, il y en a qui disent qu'il n'y a pas eu assez d'entretiens avec les syndicats, d'autres qui disent qu'il y en a eu trop. Enfin, bref, très sincèrement, c'est une espèce de méli-mélo d'analyse politique des uns et des autres qui est un peu compliqué parfois à comprendre. Je pense que la réforme des retraites est nécessaire dans ce pays. Il faut qu'on arrive à un consensus, à trouver... Le problème, c'est qu'il faudrait faire plaisir à tout le monde. C'est ça le problème de ces retraites. C'est vrai que les petits salaires ont
besoin d'être réévalués. Le fait de proposer 1 200 €, je trouve que c'est à minima quelque chose à faire pour ceux qui sont les plus maltraités, entre guillemets. 1 200 € brut. Oui, faut le préciser, c'est important. Il taquine. Oui, mais les choses sont faites au même titre d'ailleurs qu'il y avait eu il y a quelques temps en arrière. Je pense à mes amis agriculteurs, une réévaluation des retraites des agriculteurs aussi qui touchaient quasiment rien. Bon, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, faire plaisir à tous les métiers. Voilà, demain, qu'est-ce qu'on va voir ? On va pas voir mes copains caroleurs, plombiers de mon village. On va voir beaucoup de fonctionnaires et autres, encore une fois, donc j'ai rien contre, j'ai été 36 ans fonctionnaire. Non mais franchement, mais tu vois, ça fait rire mon collègue, mais non, j'ai le droit. D'accord. Bon. Oui, je pas eu le contrôle d'accord. Je vais pas te déstabiliser à ce point-là quand même. Mais le problème, c'est la fonction publique encore, et les autres continuent à travailler. Voilà. Sauf que les Français n'en veulent pas, Bruno. Elle est très impopulaire cette réforme des retraites. J'allais te dire, Bruno. Est-ce que c'est pas les médias qui en rajoutent? Non, Bruno, non, on peut pas dire ça. Déjà quand on voit tous les syndicats unanimes à manifester contre cette réforme, ça fait 12 ans qu'on n'avait pas vu ça. Ça fait 12 ans. Syndicats, donc, c'est dire à quel point ils sont devenus faibles. 8 syndicats, il y a le consensus. Parlez pas en même temps là. Ça fait 12 ans qu'on n'avait jamais vu autant de syndicats manifester ensemble dans suite à une réforme. On va aller vers une retraite par capitalisation. Mais la majorité des Français, on va dire la majorité des Français sont opposés à cette réforme. Et aujourd'hui, on est en train de voir un gouvernement qui veut passer de force avec son 49-3. Si la droite, les Républicains ne vont pas voter. Il y a 40 sur 62, ils en ont besoin. Mais bon, mais c'est pas le problème, c'est que ils vont, la situation du pays va se dégrader. Donc quand on dit elle va se dégrader, c'est que il va y avoir des blocages et ça va pas s'arrêter. Et la question, faut le savoir. Non, mais la question est très importante. Ce que tu viens de dire finalement en sous-jacent, mon cher Nasser. Est-ce que les gens qui vont descendre dans les rues demain pour aller aux différentes manifestations, est-ce qu'ils vont le faire uniquement pour la réforme des retraites ou alors est-ce qu'ils vont faire aussi pour des problèmes de pouvoir d'achat? Quand on va faire ses courses, Bruno, Gamal, je crois qu'il y a un mélange. Là, pour le coup, c'est vraiment catastrophique aujourd'hui. Je pense que c'est un tout. C'est un ensemble, évidemment. C'est un tout. Et c'est là, c'est peut-être en ça que la note des renseignements territoriaux est inquiète de l'éventuelle radicalisation du mouvement. T'y crois, Gamal, à la radicalisation du mouvement? Évidemment, j'y crois. Pourquoi? Parce que j'ai dit régulièrement en 68. Tu crois ou tu l'espères? Non, j'y crois. C'est pas que je l'espère, j'espère rien du tout. Ouais. Parce que nous, on est dans le secteur privé, franchement, pour manifester, ça va être compliqué. Tu bosses, toi? Oui, je suis obligé. Mais ce qui se passe, non, radicalisation, pourquoi? Parce que c'est pas la question de la réforme des retraites où c'est un enfumage, comme rarement j'en ai vu. Nécessaire, oui, mais c'est pas ce qui a été proposé au départ par M. Macron, qui, je rappelle, trouvait idiot cette réforme. Oui. Il trouvait qu'on devait s'arrêter à 60 ans. Il faut s'en souvenir. 2019, c'était il y a 3 jours. Donc il y a 5 ans, je veux dire. Et aujourd'hui, elle est dedans. Alors c'est une sorte de lubie comme ça qu'il a à l'esprit, alors que cette réforme n'est pas urgente. Elle est nécessaire, mais pas urgente. Et puis j'ai envie de dire simplement, c'est que c'est pas la réforme des retraites qui va poser problème, parce qu'au départ, on parlait des régimes spéciaux. Bizarrement, on n'en parle plus. Parce qu'évidemment, ils sont arrangés entre eux. Donc le spécial, on met de côté. Les régimes spéciaux, ça veut dire qu'il y avait des retraites différentes en fonction des corps de métier. Particulièrement fonctionnaires, évidemment, armée, police, RATP. Et on n'y a pas touché, par exemple, à l'armée, à la police, le régime spécial, on n'y a pas touché. Il a besoin quand même de ses corps constitués pour faire face. Si jamais il tape sur ce qui le soutient, ça va être compliqué. Absolument. Ensuite, deuxième chose, on a migré vers une autre réforme en parlant d'augmentation de l'âge de retraite, ce qui n'est pas normal. Moi, j'ai discuté avec un macroniste il y a peu. L'allongement des cotisations. Oui, l'allongement du travail, quoi. C'est automatique, quelque part. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai parlé à un macroniste et je lui ai dit, mais je comprends pas votre logique. Augmenter le nombre d'emplois en créant plus d'emplois en France, comme ça, la question des retraites est réglée. Plus il y a de travailleurs, moins il y a de problèmes. Et ils ne répondent pas à ça parce qu'ils ne savent pas faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir demain une manifestation qui ne va pas parler que de réforme des retraites, on le sait très bien. C'est essentiellement la peur du lendemain par rapport à une inflation galopante qu'on ne contrôle plus. Et les gens en colère ne vont pas y aller en disant la retraite, ils vont dire le pouvoir d'achat, et c'est normal. Et moi, pour répondre à ta question clairement, je pense qu'il y aura une radicalisation, mais il ne viendra pas des syndicats. Les syndicats, aujourd'hui, sont très faibles, c'est pour ça qu'ils se réunissent. C'est que ça, c'est très opportun, c'est uniquement ça. Leur faiblesse est consommée et ils se sentent bien. La CFDT va céder à quel moment? Parce qu'elle va bien finir par céder. Non, elle ne cédera pas cette fois-ci, parce qu'ils ont un problème syndicaliste, ils viennent de se rendre compte qu'il y a un phénomène qui a émergé et qu'ils ne le connaissaient pas jusqu'à là. C'est des manifestations spontanées comme les Gilets jaunes, par corps de métier. Où ils sont dépassés totalement. Voilà, qui vont tout seuls sans avoir personne pour les commander. Et ceux-là sont dangereux. Parce que, comme on parlait quand même le pain, c'est quand même grave
qu'on mette en fragilité les boulangeries, les boulangers. Eh bien, les boulangers, quand ils manifestent, ils se réunissent sur Facebook et il y a un mouvement spontané. Et ce mouvement rappelle les révolutions arabes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un mouvement spontané, sans service d'ordre, sans cadre, c'est la chienlit. Voilà, là, ça peut immédiatement partir en cacahuète. Sachant en plus qu'en France, alors j'ai lu un bouquin là-dessus, il y a à peu près 1500 black blocs qui, eux, sont anticapitalistes à mort. Pour rapprocher une banque qui pète tout. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui... Il les connaît, Bruno, les black blocs. Bien sûr, il les connaît forcément. Ouais. Oui, et puis c'est pas nos compatriotes les plus démunis. Hein. T'as des petits bobos, des petits bourgeois du 7e et les fils d'avocats et compagnie. Ils ont des postures politiques. Mais ce que je veux dire pour finir mon propos, c'est que... S'en foutent des mecs qui gagnent 1000 euros par mois. Leur problème, c'est une question anticapitaliste. Idéologique. Ils sont en rupture avec les parents. Mais ce qui se passe, et en plus, c'est un modèle allemand qui a été exporté. Tout à fait. Mais pour dire simplement, ce qui se passe, c'est que cette réforme-là, ces manifestations ouvrent la voie à d'autres manifestations non contrôlables. Et c'est ces manifestations-là qui risquent de mettre le feu aux poudres. Pourquoi? Parce que quand des gens commencent à s'inquiéter sur leur pouvoir d'achat, donc de manger, tout simplement, à ce moment-là, ventre vide n'a pas d'oreille. Nasser, est-ce qu'il y a un risque de radicalisation au vu de ce qui se passe aujourd'hui, au vu aussi, quelque part, du durcissement de ton de la part de l'exécutif, de Madame Borne, de Monsieur Darmanin aussi, qui accuse la NUPES de faire preuve de bordélisme dans le pays? Est-ce que tout ça, ça vise pas non plus à enflammer un peu la poudre déjà bien? Ah non, mais ça c'est sûr. Là, il va y avoir ça va se radicaliser, ça on le sait très bien. La situation, elle est tellement palpable qu'aujourd'hui, on a soulevé. C'est pas forcément que la réforme des retraites qui est en cause. Ouais. Il y en a plein qui vont pas manifester demain et ils vont pas se mettre en grève parce qu'ils peuvent pas se permettre de le faire, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre 80 € ou 100 € la journée de travail, mais qui sont totalement en solidarité, parce qu'ils vivent la même chose, ils sont dans la même situation, ils se disent que financièrement, plus on avance et plus on a l'impression que ça se dégrade. Et voilà, les gens se disent, il faut absolument qu'il y ait une réforme générale dans notre pays. Et je pense qu'on n'est pas les seuls concernés. Effectivement, il y a l'Europe, il y a l'Occident, il y a tout le monde qui est touché par rapport à d'ailleurs la guerre entre l'Ukraine et la Russie, parce que ça joue aussi énormément. Et par contre, voilà, comme je le dis, on est aussi, nous, les premières victimes, ceux qui vivent dans les quartiers populaires, avec les grandes difficultés dans ce pays. Oui, il n'y a pas que les quartiers populaires. Ça, c'est certain. Mais tu sais, moi, je voulais rajouter quelque chose à ce qu'a dit notre ami à l'instant, sur, c'est de faire retravailler les gens, parce qu'il y a quand même un paquet d'emplois en France. Et il y a un paquet de gens qui se contentent d'écouter ce que disent certains politiques en disant, en gros, qu'on est exploité par le travail, par les milliardaires, etc. Enfin, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Donc, il faut arrêter de déconner, et je crois que le travail est nécessaire, parce que, encore une fois, moi je m'en fous, je suis à la retraite déjà, donc je m'en fous pas. Je passe à mes... Non, mais oui, et encore j'ai une bonne retraite, donc en ayant été fonctionnaire pendant 36 ans. Mais c'est vrai que quand on voit qu'on a plus que 1,7 actifs pour payer nos retraites, alors qu'avant on en avait 3 ou 4, tu vois le ratio. Moi je me base que sur ça. À un moment donné, s'il n'y en a pas plus qui travaillent, ce que tu disais tout à l'heure, comment on fait pour payer les autres? Sauf, alors évidemment on va nous dire il faut taxer le capital, il faut taxer les dividendes. Il y a ambiguïté sur ce que tu viens de dire là. Quelle ambiguïté? L'ambiguïté, c'est que maintenant on parle de l'urgence, on va dire, de cette réforme. Et moi, comme disait Gamin tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, le président Macron était contre cette réforme, et aujourd'hui, il nous sort cette histoire. Contre l'allongement. Non, mais même, ça revient au même. Pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, il faudrait quand même savoir lire entre les lignes. La France, elle doit donc, on va dire, uniformiser, ou plutôt mettre en conformité ce qu'on appelle le système de retraite vis-à-vis de l'Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on est pressé de passer ça même au forceps, cette réforme. Il y a ambiguïté autour de la question. Il y a aussi encore tous les contours de la réforme qui ne sont pas vraiment divulgués au grand public. C'est la raison pour laquelle... Oui, il y a encore pas mal d'inconnus. Hein. Oui, il y a beaucoup d'inconnus. Non, un point, s'il vous plaît. En ce qui concerne justement les syndicats, pour revenir aux syndicats, il faut savoir qu'il y a moins de 10% de Français qui sont syndiqués. Voilà. Oui, 2 millions, un peu plus de 2 millions. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'y viens justement. On attend la réponse. Il y a des manifestants silencieux. Non, mais maintenant, s'il y a tant de monde, c'est que tout le monde, justement, adhère si tu veux, à ce bloc, parce qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Aujourd'hui, on parle de 2 tiers de Français qui sont contre cette réforme. Maintenant, ignorer tous ces appels de détresse des Français, ça risque de nous précipiter dans l'inconnu. Très bien. Moi, expliquez-moi, les amis, pourquoi tous les pays d'Europe... Tu vas nous expliquer, Bruno. D'accord. Tu m'attends, pas de problème. Tu pourras le faire. Le capitalisme aussi, ça frappe.
On va aussi accueillir tout à l'heure No qui rappe l'actu. Vous allez voir, ça c'est vraiment de très grande qualité. Elle rappe l'actu, elle. C'est une manière de s'exprimer. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF avec autour de la table Smaïn Tefour avec Nasser Lajili, Gamal Abina, Bruno Pomar. Comment ça va mon Bruno? Ouais, c'est chaud mais pas facile. Ouais. T'aimes bien l'équipe au moins. Hein. C'est pas facile, il vient de me dire. Heureusement qu'il n'y a pas que des gens de gauche dans ce. Ah, il y a aussi des femmes droites, faut le dire. Hein. Moi j'ai pas d'étiquette. Là, il est sur mes côtes depuis tout à l'heure. Ouais. Christophe, c'est des clichés. Je tiens à rappeler que Patrick Cohen a dit que RT France était une chaîne d'extrême droite et que je l'ai un petit peu claqué à la dernière émission en disant que j'ai jamais été extrême droite, je suis contre extrême droite et que j'allais sur le terrain contre extrême droite, contrairement à ce plan qui est. On m'avait dit ça vendredi dernier. Patrick Cohen, c'est pas sa première connerie qui sort. Hein, Patrick Cohen. Alors Bruno, avant que je te coupe tout à l'heure, tu étais en train de nous dire un truc là sur la réforme des retraites, sur ce qui va se passer demain, sur l'éventuel risque de radicalisation aussi qu'on peut avoir à la veille de cette journée. On sait que dans les transports ça va être compliqué, très compliqué demain pour se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut faire franchement pour calmer un peu les choses, pour faire revenir les gens au travail? On parle de valeur travail d'ailleurs, vous avez vu que c'est un nouveau élément de langage de la Macronie en ce moment, c'est la valeur travail. Ça te parle ça, la valeur travail, Bruno Pomar, pardon? Bah oui, bah c'est... Mignon comme il est. Non mais ouais, voilà, c'est ça. Alors tu vas me dire j'ai été fonctionnaire, tu vas dire que j'ai pas travaillé peut-être, mais non, mais je crois que c'est important, il y a les chefs d'entreprise privés, des petites entreprises, moi je pense aux TPE, aux PME, tous ces gens-là chez moi qui bossent, comme partout en France d'ailleurs, tous les jours qui se lèvent le matin pour aller faire du carrelage, de la plomberie ou je ne sais quoi, ces gens-là ils disent rien, on les entend pas, ce sont des silencieux. Alors peut-être qu'ils ne partagent pas évidemment la volonté du gouvernement de changer notre forme de retraite, mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est important que, encore une fois, on redonne un peu la valeur au travail, parce que, encore une fois, en France, il existe plein d'emplois, il y a plein de gens qui ne travaillent pas, et quand j'en vois même des jeunes de 15-16 ans aller manifester pour parler de retraite, excusez-moi, mais ça m'interpelle un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est clair que la société a évolué, qui commence déjà à aller travailler, la plupart des élus, là, certains qu'on voit à l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais travaillé, ils ont fait du militantisme associatif, et vous les retrouvez députés, ils vous parlent de travail, les mecs. Darmanin les a traités de feignants. Mais non, mais franchement, je sais pas s'il est bien placé pour en parler. Hein. Non, mais c'est pour rigoler, c'est pour alimenter la discussion. Oui, mais voilà. Mais il l'a dit, sur la et c'est fou quand même de devoir en arriver à ce qu'on voit demain, d'ailleurs, au risque de radicalisation de ce dispositif, de ce qui risque de se passer. En même temps, j'ai confiance totalement à nos forces de police. On a un nouveau préfet de police qui est à la hauteur. On l'a vu sur la dernière manif. Moi, j'y suis allé, j'ai fait des vidéos et tout pour voir ce qui se passait par rapport au comment on appelle ça, au Black Bloc, parce que j'avais une émission après sur BFM. Ben, je me rends compte qu'effectivement, il y a plein de gens qui viennent manifester de façon démocratique, et c'est un droit constitutionnel, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème, mais quand je vois parfois des groupuscules qui se mélangent à cette population, moi, de nature, je ne suis pas trouillard, mais ça m'a un peu impressionné de voir comment des gens ultra-violents, puissent venir au milieu des manifs comme ça, perturber tout le monde, au risque, effectivement, de voir la police... Les Black Blocs ou... Les Black Blocs, oui, excusez-moi, j'ai pas été précis là-dessus, j'ai dit. Et au milieu d'une population qui vient manifester... à juste titre, on a le droit, encore une fois. Ce qui m'inquiète, encore une fois, ce sont ces éléments-là radicaux qu'il faut à tout prix extirper de ces manifs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste, toi qui es bien placé, mais rien du Bruno. tout. Ils veulent foutre Pourquoi Est-ce que c'est des nihilistes Mais oui, c'est des gens qui... C'est des anarchistes. Oui, on entend parler. Oui, la définition d'anarchiste leur va bien. Je pense que c'est un homme de terrain, peut-être qu'il pourrait nous éclairer. Non, mais c'est ça, c'est des gens qui... Mais tu sais qu'il y a des mecs, des fils d'avocats et compagnie qui sont là-dedans, des petits bourgeois qui viennent. Et je peux t'assurer que c'est inquiétant, parce que ces gens-là produisent rien. Tu sais que quand ils sont interpellés par la police... Ils pleurent, ils pleurent comme des madeleines. Mais bien sûr, c'est des petits lâches. Mais bien sûr. Il y a un truc, oui, je peux te le dire, moi, mes copains me le disent. Et je l'ai vu, moi. Ce qui est sûr, c'est pour dire simplement, parce que le Black Bloc, il faut vraiment définir les termes. J'ai fini un livre d'un ami qu'on a reçu à la radio, Thierry Vincent, qui a écrit sur les Black Blocs. Donc un très bon bouquin, il a fait une immersion dedans. Donc il n'a pas écouté ce qu'on dit, il a été leur voix. Il y a des types très violents dans les Black Blocs, ça existe effectivement, très radicaux. C'est souvent des fils de bonne famille, c'est vrai, c'est pas des enfants de pauvres. Et il expliquait simplement, c'est que le Black Bloc, son dogme, c'est l'anticapitalisme. C'est pour ça que
lorsqu'ils arrivent à proximité, les banques systématiquement, ils vont pas casser le petit commerce du coin, ça les intéresse pas. Mais la banque, oui. Et le problème de ces black blocs, c'est qu'ils ont une connotation qui est extrêmement négative parce que c'est vrai quand on voit les types arriver entièrement en noir, masqués, ça fait peur. Ouais. Et ça rappelle d'autres mouvements d'extrême droite cette fois-ci, dans une autre époque où effectivement ils étaient aussi en chemise brune, bref, on connaît la musique, ou en chemise noire. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces black blocs apportent quelque chose de positif dans les manifestations ? J'en suis pas certain. Parce que malheureusement, quand ça dérape, la seule chose qu'on retient des manifestations, c'est pas le nombre ou les revendications, mais les conséquences. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir en termes un peu plus intelligents. Après, j'ai envie de dire simplement, c'est que de leur point de vue, s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'écoute. Donc c'est ce qu'ils pensent. Hein. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Évidemment. C'est assez basique, comme on dit. Mais encore une fois, ils causent du tort à la manifestation et au fond même de la manif. Toi qui faisais partie du RAID, Bruno, le RAID, il va pas en manif, le RAID. Non, on va pas sur ce type d'opération. Non, il y a des unités spécialisées qui sont rattachées à la DOPC, donc au préfet de police, je pense au BRAV, Brigade de répression d'action violente. On a la fameuse FARC qu'a lancé Sarkozy, j'allais dire, Darmanin, Force d'action rapide des CRS, donc la CRS 8, la fameuse CRS de Bièvre qui s'est transformée, c'est une compagnie de CRS qui s'est transformée en groupe d'intervention et qui fonctionne exactement comme les Black Blocs. C'est-à-dire que les Black Blocs, comme ils fonctionnent en petite équipe très concentrée, très mobile, il faut répondre en face avec ce type de dispositif. Et ça marche bien. Il faut avouer que ça marche bien. Mais encore une fois, il faut que nos policiers arrivent à faire du discernement entre ceux qui manifestent honorablement et tous ces lâches qui viennent au milieu foutre le bordel dans nos manifestations. C'est là et quand on dit mais les gendarmes mobiles et les CRS ont déstabilisé la manifestation ou bien ont bousculé des gens qui étaient là à manifester, sûrement ça arrive. Mais quand vous avez des mouvements de foule énormes comme je l'ai vu et comme vous le savez quand vous allez dans les manifs ça se passe, vous pouvez vous interroger sur le sujet. Effectivement il y a je dis toujours des dégâts collatéraux, mais c'est la vérité. Mais c'est à cause de qui ? À cause de ces éléments. Les mouvements de foule, c'est jamais facile. C'est terrible pour la police, c'est terrible. Passons au zapping maintenant, les enfants, avec le jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. Alors dans mon zapping aujourd'hui à vous faire écouter, commenter messieurs Bruno Pomar, Gamal Abina, Nasser Lajili et Ismaïn Teffour, c'est Gérald Darmanin tranchant hier dans un journal, écoutez. C'est un Gérald Darmanin tranchant dans les colonnes du Parisien, très critique à l'égard de la NUPES. La NUPES, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Nasser Lajili, est-ce qu'il a raison, monsieur Darmanin? Nasser, on veut t'entendre là-dessus. Nasser, quand même. Non, il raconte des conneries. Donc, le problème, c'est qu'on peut accepter d'être opposé à la NUPES, mais de mettre ça sur la responsabilité à la NUPES, franchement, c'est honteux. Donc à un moment donné, surtout quand on est ministre de l'Intérieur, donc on fait attention à ce qu'on dit et attention aux paroles qu'on sort de sa bouche, surtout qu'on a une responsabilité. Donc voilà, des propos pareils, ça montre une position de faiblesse du ministre de l'Intérieur. Pour moi, c'est une position de faiblesse qu'il a. Oui, Bruno Pomar, il a raison, Darmanin. La NUPES, c'est une arnaque. Ah oui, non mais je suis obligé de. Mais non, mais bordéliser, mais c'est quelque peu. Non, mais c'est quelque peu la vérité. Moi, je vais revenir à l'Assemblée nationale quand on voit comment ça se passe et les interventions, les punchlines que peuvent balancer un nombre considérable d'élus de la NUPES. Je parle même pas de Ruffin parce que je trouve que Ruffin est intéressant comme garçon, il a du fond. Mais des Boyard, des Mélenchon, on n'en parle pas, le mentor, des Raquel Keke, des Raquel Garrido, enfin bref, et j'en passe. Sandrine Rousseau, merci, j'avais oublié. Tu comprends bien que ces gens-là sont dans la punchline permanente et ne sont pas dans la construction et ils attisent la haine pour moi dans ce pays. Mais et ça c'est dramatique. 6 000 amendements déposés, hein, quand même. Oui, obstruction, c'est vachement efficace. Mais c'est pas ça, Bruno. Je suis désolé, mais l'Assemblée nationale, ça existe. Ce débat, il a toujours existé. Ça date pas d'aujourd'hui. Quand à l'époque de la droite, il n'était pas en bordel comme on le voit maintenant. Ouais, mais ça fait partie du débat. Ça fait partie de la politique. Les choses évoluent, donc parfois on est dépassé par rapport à ce qui se passe. Il est favorable au bordel, notre ami. Je suis pas favorable. Non, je suis favorable au débat
C'est pas constructive. c'est Je pas suis du d'accord débat. avec toi. Si, c'est du débat constructive. Je suis d'accord avec toi. Faut pas que ça soit la bordélisation, comme dit Darmanin. La bordélisation, c'est là on parle de comment dire. On met en responsabilité des politiques en pensant que ces gens-là font du bordel. C'est pas vrai. Faut être réaliste. À un moment donné, quand on est opposé à quelque chose, il faut savoir argumenter et essayer de montrer que ces personnes qui sont à l'Assemblée nationale, quand on est en désaccord, il faut argumenter pour leur dire, bah oui, si vous êtes tort. Mais il manque un peu de fond. Regarde, moi je vais te prendre un exemple. Je reçois sur une autre radio un député que je nommerai pas du 94 qui s'appelle Louis Boyard. Le mec, la première minute où on l'invite sur le plateau télé, alors il touche un sujet qui m'intéresse évidemment parce que j'ai été 36 ans policier et la police se tue, il sort. Ah oui. Je lui dis, t'as été élu député juste pour dire ça? Tu crois que c'est de la part d'un député sérieux, au même titre qu'il y a quelques jours, Madame Rousseau, dans une manif où Monsieur Sardou avait sur la déconstruction de l'homme, etc., est en photo en train de montrer Sardou ta gueule. Elle porte l'écharpe tricolore. Moi, je suis maire du rural, tu sais, je respecte vachement les institutions, je l'ai toujours fait. Depuis 30 ans, j'amène des milliers de gosses des quartiers travailler, rencontrer la police, rencontrer les institutions pour leur apprendre à respecter ça. Et tu as une députée de la République qui montre Sardou, je m'en fous de Sardou, c'est pas ma tasse de thé, en train de marquer Sardou ta gueule. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a un truc qu'il faut relever. Moi, je pense que M. Darmanin ne doit pas dire ça parce qu'il a une fonction respectable qu'il doit respecter. Donc, lorsqu'il dit ça, il dit une chose qui est très grave. Alors, après, on va aller sur le fond. Il dit une chose qui est très grave. Il parle de bordéliser. Sous-entendu, l'extrême gauche fout la merde, mais ça, on l'a entendu chez les nazis. L'extrême gauche foutait la merde aussi. C'est exactement le discours. Donc là, c'est un tort de sa part, même si dans le fait, le chahutage permanent de l'Assemblée nationale qui est nécessaire pour le débat se fait mal parce que ces gens-là ne parlent pas des vrais problèmes. Alors moi, j'ai un petit cadeau pour Bruno. Tu es sûr, Christophe? J'ai pas fini mon propos. Oui, mais je m'en fous. Je suis pour. On écoute Mélenchon. Raciste. On écoute un petit truc pour Bruno. Ça, écoutez. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité. Celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage, parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout. Ça, c'est cadeau pour toi, Bruno. Et tu sais quoi? Il a quand même pas peur parce que cet énergumène, je le connais, moi. J'étais dans l'Essonne quand j'étais au RAID. Oui. Et il était conseiller départemental de l'Essonne. Je te parle de ça il y a 40 ans. Oui. Ce mec-là, il a cumulé. Il était socialiste à l'époque. Ouais, député européen, sénateur, plus jeune sénateur de France, ministre, chef de parti. C'est un mec qui doit tourner à 150 ou 200 000 euros par an de salaire. Et il vient parler des riches Pinot qui créent des emplois en pagaille, même si c'est des milliardaires. 150 000 emplois. Ouais, c'est ça. Le mec, il a pas honte. Et il y a des gens qui arrivent à l'écouter. C'est ça le pire. Non, le problématique, c'est pas les riches. Populisme. Moi, je trouve ça c'est débile. du populisme. Populisme à 300%. Et c'est minable. Quand on a un peu de cervelle, ce qu'il manifestement n'a pas ou il ne veut pas avoir. Ah, c'est un tribun. Oui, mais c'est minable. Quand on sort des phrases aussi débiles, les riches sont responsables de la pauvreté. Non, c'est pas les riches. Le capitalisme. La bordélisation, ça en fait partie. Le système capitaliste, donc les riches en sont issus évidemment, est responsable de ça et il se trompe de combat et c'est là où je les traite de lâche. Lui comme l'extrême droite. Les vraies problématiques qui se posent, ce sont les financiers internationaux, je parle de Wall Street, je parle de la City, traders et tous les traders, ceux qui s'en mettent plein les fouilles, qui ne travaillent pas. Pinot, il a 150 000 emplois directs et indirects. Donc Pinot, on peut lui dire merci. Il est peut-être riche et encore, relativisons la richesse de ces hommes-là, c'est souvent des hommes d'affaires et quand on retire tous les coûts, il ne reste plus grand-chose. Et il y a une affaire, je vais vous raconter qui va vous faire rire. Les mécènes, Bettencourt, Dassault et le pognon qui balance dans j'ai mieux que ça. Il y a un type qui s'appelle Drahi. Un type qui est patron d'Altis. Qui est donc d'origine maghrébine, il est marocain d'origine. Monsieur Drahi, qui s'est pris pour le roi du monde, il a cru être le roi du monde, a commencé à se la raconter, il a fait beaucoup de conneries. Il a un groupe de presse important, médias, TV, bref. Et aujourd'hui, Monsieur Drahi est poursuivi par la Suisse, il a reçu une amende record mondiale de 7 milliards 400 millions de dollars, alors qu'il a une fortune estimée, qui est fausse, c'est pas sa fortune, de 7 milliards 100. Vous expliquez simplement, c'est que Monsieur Drahi est un homme d'affaires qui utilise l'argent des autres, donc les banques, pour monter des projets. Monsieur Drahi est ruiné comme jamais on a ruiné un homme sur Terre, ça n'est pas un riche. Monsieur Mélenchon se trompe de combat, qu'il parle de la finance et des spéculateurs. Il n'a jamais travaillé. Il a un bel appartement d'ailleurs. Dans un instant, nos rap l'actu. Elle sera avec nous sur France Maghreb 2. Vous allez voir. C'est du pur talent que je vais présenter à Bruno. La belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à Ushuaïa, le quiz et les coups de gueule et coups de cœur. Ah oui, Bruno, j'ai oublié de te prévenir. Il faut que tu nous prépares un coup de gueule ou un coup de cœur avant la fin de cette émission.
Je suis sûr que tu vas trouver. Si je te dis Sandrine Rousseau, Mélenchon, bien sûr, n'hésitez pas en tout cas, et vous avez l'entière liberté de nous livrer votre coup de gueule ou coup de cœur. La seule petite, comment dirais-je, la chose que j'impose, c'est que ça ne doit pas dépasser 1 minute. Voilà, avec un petit chrono et tout. Hein. Donc restez avec nous, c'est le LGF, Bruno Pomar, Gamal Labina, Smaïn Tefour, Nasser Lajili et No dans un instant sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Bruno Pomar, Nasser Lajili, Smaïn Tefour, Gamal Labina. Bruno, d'ailleurs, t'as ramené ton dernier livre là. Oui. Présente-nous ton livre. Bah écoute, c'est tout ce que je fais depuis 30 ans dans les quartiers pour aider les gamins. On est reconnu avec Red Aventure. On peut le mettre à la caméra. Voilà, c'est... Si quartier non prioritaire de la ville, voilà. Je décris tout au long de ce bouquin tout ce qui va, mais surtout tout ce qui ne va pas dans nos quartiers, parce qu'il y a tellement de choses à y faire. Et moi, je suis un fidèle soutien. Mais j'ai jamais invité, je fais partie plutôt, je suis un petit bourgeois de province, et j'arpente les quartiers depuis 30 ans, à travailler au contact des enfants des quartiers, tu vois. Donc des fois, quand on me traite je sais que c'est un sujet qui racisme, est très cher d'ailleurs. Parce que ça fait partie du jeu quand tu es un peu dans les médias. J'invite tous ceux qui pensent ça, venir me rejoindre, à venir dans les quartiers, voilà, parce que ça fait 30 ans que j'y suis, et je continue à aider les gamins autant que faire se peut, avec d'ailleurs les gouvernements successifs qui m'ont toujours soutenu dans ce travail, donc, dans le rapprochement des jeunes de la police. Quartier non prioritaire. Quartier non prioritaire de la ville aux éditions Panthéon. Voilà. Panthéon, très bien, on peut lâcher chez Amazon. Voilà. Hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Par exemple. Tiens, voilà. Par exemple. Allez chez votre petit libraire du coin. Oui, bah. Ça, ça fait un peu populiste. Ouais. Je vous présente nos messieurs. Salut No. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Alors, première scène. Oui, la semaine dernière, première scène à Sannois. Comment ça s'est passé? Super. Super, t'as kiffé? J'ai kiffé. T'as eu le track un peu? Ouais, première scène depuis 6 mois, un peu le track, ouais. Bon. Mais ça va. Alors No, je vous rappelle que No, c'est une artiste qu'on a découvert il y a pas longtemps et elle rappe l'actu. En fait, vous racontez, vous blablatez, etc. Elle décide de mêler cet art qu'est la musique et donc le rap en l'occurrence, et elle rappe l'actu. Et chaque semaine, elle nous propose tous les lundis notamment sa chronique de No Rap l'actu. De quoi tu nous parles cette semaine? Alors cette semaine, je suis revenu un petit peu sur les retraites parce que on remet une couche cette semaine. Voilà, exactement. Un petit peu quelque chose qui a fait un petit peu le buzz là il y a peu sur les réseaux. C'était une chanson catholique qui a été reprise, qui a fait beaucoup de buzz. Et voilà, quelques petites autres choses. C'est un peu un bilan cette semaine. Un bilan de la semaine fait par No en rap et en musique. C'est maintenant sur France Maghreb 2. À vous. Parfois je dois m'abstenir, ne pas donner mon avis. Parfois c'est difficile quand se dessine l'avenir. Début d'année un peu compliqué pour tout le monde. Aucune raison de croire que la route est si longue. Si, encore des chiffres sur le sexisme à faire tourner la tête. Pourtant les signes sont évidents, toutes les mêmes voix souvent muettes. Une chanson catho, fait le buzz sur les réseaux. La vie est un long fleuve tranquille, bientôt à court d'eau. Sur des airs de guitare, je m'informe et il est tard. Et l'info me fout le cafard, j'écris sur ces chers connards. Encore des grèves, c'est la seule révolte solidaire. Eux dans leur siège, croient qu'ils ont gagné sur la dette. Quelle époque bizarre, l'humain est à part. Qu'est-ce qu'on leur dira dans les livres d'histoire? Quelle époque bizarre, l'humain est à part. Qu'est-ce qu'on leur dira dans les livres d'histoire? Non, ça me fait tourner la tête, ouais, tourner la tête. Non, ça me fait tourner la tête, ouais, tourner la tête. Non, ça me fait tourner la tête, ouais, tourner la tête, ouais. La chronique de la semaine, bravo. Aujourd'hui, hein. Ouais. C'est super rythmé, c'est bien. Super. On innove, voilà. Mais moi j'aime bien les passages chantés. C'est sûr que tu aimes. Voilà. Elle est de plus en plus décontractée maintenant. Ça se voit, regarde. En train de te Ça parler va comme mieux, si ça c'était va un mieux, être humain. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu fais des spectacles? Tu fais quoi? Oui, là on reprend un petit peu les scènes. Enfin, je reprends les scènes avec Hicham qui m'accompagne.
Hicham Terak, exactement, qui m'accompagne un petit peu. Donc on va reprendre doucement la scène et puis sortir des nouvelles musiques. Et puis le réseau évidemment de No sur Les Instagram réseaux, notamment. No Music. No sur Music, Instagram, No avec les deux soulignés, hein, n'oubliez pas. No souligné 2 fois, musique évidemment pour vous retrouver. Et puis on vous mettra ça évidemment sur les réseaux du LGF ce soir en vidéo s'il vous plaît. Donc No Rap l'actu, elle l'a fait encore formidablement cette semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine Mano. Il y a une autre scène de prévue là bientôt ou pas? Peut-être dans 2 semaines. Je confirmerai la semaine prochaine. Bon bah tu nous dis pour que les auditeurs Bien puissent sûr. venir te voir évidemment. Et tu as des fans. Hein, Ah oui il y a des fans. Hein, Il n'y a voilà. pas de souci, je préviendrai alors. Bon. Merci. Comment Ça pourrait être sympa, No qui aille rapper l'actu chez Hanouna. Bruno, tu t'occupes de ça? Ouais, non, mais bien sûr, non, mais tu vois, c'est bien. Et quand j'écoute cette jeune dame, ça me rappelle qu'on fait, nous, une pièce avec Sonia Aya, qui est une policière, qui est OPJ, qui a 20 ans d'expérience sur les violences intrafamiliales et qui fait une pièce de théâtre que produit Red Aventure, d'ailleurs, sur les violences faites aux femmes avec une comédienne. C'est super. On passe partout. Dans les écoles de police, mais pas que, dans les lycées, etc. Et pour ça, elle me fait penser à elle. Bon, bah super, des connexions parfois. C'est bien la culture. Tout va bien, absolument. C'est important la culture. Et d'ailleurs, j'en profite que jeudi, on fera une spéciale culture. On va recevoir un grand modéliste marocain qui habille les plus grandes personnalités du monde. Il sera avec nous jeudi, ainsi qu'un artiste algérien et une autre personne dont je vous dis pas tout de suite parce que c'est une surprise. Restez avec nous dans un instant, Mam pour l'émission Ushuaïa et l'histoire de son générique de cette célèbre émission présentée à l'époque par Nicolas Hulot, le quiz et les coups de gueule et coups de cœur. Vous l'avez tous votre coup de gueule ou coup de cœur? J'espère. Bon, restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est là que ça se passe dans le LGF. Évidemment sur France Maghreb 2, à tout de suite. C'est l'heure de retrouver Mam, la belle histoire des génériques consacrés donc aujourd'hui à Ushuaïa. On y va normalement, si tout va bien, évidemment ça devrait partir tout de suite. C'est maintenant, allez c'est parti Mam, à toi de jouer. La belle histoire des génériques. Ushuaïa, depuis 1987, TF1. Bienvenue chers amis dans la belle histoire des génériques qui nous embarque aujourd'hui dans l'aventure d'un magazine ayant marqué la télévision française pour son goût des sports extrêmes et des pérégrinations de son présentateur. Ce programme s'appelle Ushuaïa, qui veut dire en indigène Yagan, fond de la baie, et situé dans la province de Terre de Feu, entre l'Argentine méridionale et l'Antarctique. L'émission devait s'appeler au départ Bienvenue dans un monde nouveau, mais très rapidement, le nom de Ushuaïa fit l'unanimité. Fraîchement privatisé, TF1 confie à sa directrice artistique Dominique Ancien le soin de créer une émission sur les sports extrêmes, la nature et les enjeux futurs de la planète. Diffusée à partir du 17 septembre 1987 à partir d'un studio où Nicolas Hulot, le présentateur, évolue, l'émission diffuse des images achetées à d'autres productions. L'émission ne convainc pas au départ, y compris le PDG de la chaîne, Patrick Lelay, qui songe à l'arrêter. Mais très vite, on oriente l'émission vers l'extérieur, tournée hors plateau, pour faire rêver le téléspectateur et l'emmener aux 4 coins du monde à la découverte des paysages, des peuples et des lieux insoupçonnés. Ushuaïa fut financé par le sponsor Rhône Poulenc, société spécialisée dans l'industrie chimique et pharmaceutique. Plus de 300 numéros d'Ushuaïa furent diffusés jusqu'au 31 janvier 1996. L'émission cédera sa place à Opération Okavango en première partie de soirée jusqu'en 1997. Mais c'est à partir de novembre 1998 que l'émission réapparaîtra sous le nom de Ushuaïa Nature. Mais ce magazine a bénéficié d'un générique mythique qui a traversé toutes les époques, composé par Serge Perratonnerre. Générique que je vous propose d'écouter dans quelques instants. Voici Ushuaïa depuis 1987, musique Serge Perratonnerre pour TF1. Merci beaucoup Mam pour cette chronique consacrée donc à Ushuaïa. Quelle belle émission. Je sais pas si d'ailleurs l'un d'entre vous regardait Ushuaïa sur TF1 à l'époque, présenté par Nicolas Hulot. Superbe émission. Jamais. Ah bon, pourquoi jamais? Qu'est-ce qu'il y a, gamin? J'ai pas la télé depuis 30 ans. Oui, oh là, voilà pourquoi il manque de culture. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Tout Merci Bono. Rien de crétin. Ouais. Passe à la télé. Passe à la télé, je regarde pas. Allez, place au quiz maintenant avant de retrouver les coups de gueule et coups de cœur pour terminer cette émission. Quiz. Avec des petites questions dans l'actualité. Alors tiens, première question après avoir pris pour cible Magali Verda, quelle est la nouvelle cible de Booba le rappeur? Hanouna. Oui.
Hanouna. Vous avez suivi ce qui se passe hein? Pourtant, c'est son grand Il est pote. pas passé chez Tu lui. vois, et pour faire sa promo, il est passé chez Hanouna. Ouais. Ils sont gonflés, les mecs. hein. Là, ils sont en grande guerre. Enfin, lui, il a attaqué. Il accuse en fait Hanouna de soutenir ses influenceurs, etc. Voilà. Ça lui fait faire du buzz. Oui, voilà. Le comité international olympique a dessiné une feuille de route pour réintégrer qui? La Russie, non? Oui, les athlètes russes, effectivement. Non. On se rapproche de la fin de la guerre. Hein. Et ça fait pas rigoler du tout les Ukrainiens, et en l'occurrence Évidemment, ils ont perdu. Zelensky. Tiens, quel magazine de bande dessinée, messieurs, va renaître avec un nouveau numéro spécial après 35 ans de pause? Pif. Non. Tintin est une bonne Oh, réponse. mais t'avais les réponses, toi. Non, même pas. Ouais, ça c'est. Les éditions Lombardi qui ont annoncé cette info. Ne soyez pas jaloux, c'est rien. Aux États-Unis, messieurs, aux États-Unis, les prix de quels produits ont explosé en raison de la grippe aviaire, mais aussi de l'inflation? La viande. Non. La grippe aviaire. Non, ouais. En raison de la grippe aviaire et de l'inflation, c'est un produit. Les pâtes. Le blé. Mais pas les pâtes. Le blé. Non. Le pain. La farine. Non. Il n'y en a pas de pain. Des produits, t'as dit? Oui. En augmentation de près de 60% en un an dans le pays. Le beurre. Non, pas le beurre. On en a besoin pour le faire lait. des gâteaux. La farine. Les œufs. Les œufs Ah, les est œufs, une les bonne œufs. réponse, Grippe aviaire, effectivement. je suis bête, 60% d'augmentation pour les œufs aux États-Unis, un produit qui devient compliqué. Non, j'écoute même pas les questions. Grippe aviaire, ça coulait. Et alors, dernière question, le compte TikTok de quelle personnalité politique a été censuré vendredi soir pendant plusieurs heures Macaron. sans aucune explication? Monsieur Macaron. Monsieur Macron, bonne réponse. Voilà. Voilà, et ben écoutez, c'est plutôt bien, on est bon. Alors, on va passer maintenant au coup de gueule et au coup de cœur des chroniqueurs qui, pendant 1 minute, vont nous livrer leur coup de gueule ou coup de cœur. Je ne sais pas de quoi ils vont nous parler, c'est entièrement libre à eux de le faire. Je déclenche le chrono. Et puis tiens, je vais commencer par notre ami Smaïn Tefour. Ouais, Smaïn. Un coup de gueule, Un Christophe. coup de gueule. Chut, alors on y va. Je déclenche le chrono. À toi de jouer, mon Smaïn, c'est à toi. Très bien. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Jérusalem samedi dernier par rapport donc aux 7 Israéliens qui ont été abattus. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est le fait qu'on ait décontextualisé l'événement en oubliant que la veille, il y a eu quand même 13 Palestiniens qui ont été tués à la suite d'une incursion militaire dans le camp donc, de Jénine. Et ce qui est encore plus gênant encore, c'est qu'on en fait un événement à part pour justement cacher ce qu'on appelle son incompétence, ou plutôt sa responsabilité dans le contexte, si tu veux, de ce conflit séculaire qui malheureusement ne trouve pas encore de solution. Merci beaucoup, Spine. Moins d'1 minute, c'est parfait. Gamal Abina, coup de gueule ou coup de cœur? À ton avis? Bah, coup de gueule. Toujours. Voilà, on y va, c'est parti. Je déclenche le chrono. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Commençons par le début. J'ai un coup de gueule, pourquoi? J'ai un coup de gueule à la destination évidemment de l'Occident en règle générale, parce qu'on vient d'apprendre que les Français vont avec d'autres pays livrer des obus, c'est super pour calmer la guerre, qu'ils continuent à livrer les armements à l'Ukraine, qu'ils continuent à alimenter inutilement une guerre qui est déjà perdue, au lieu de proposer effectivement la médiation, de ramener la paix, parce que je le rappelle encore une fois et je le répéterai toujours, ceux qui trinquent, c'était dit tout à l'heure d'ailleurs, ce sont les civils. Donc je trouve inadmissible qu'un gouvernement démocratique continue à alimenter une guerre d'un gouvernement dont on sait qu'ils sont largement corrompus au motif qu'ils ont besoin de faire un peu d'argent. Donc mon coup de gueule, il est simple, c'est de dire retour à la paix, retour à la négociation, qu'on arrête avec ce bain de sang inutile. Merci Gamal. Mon Nasser. Viens ici là. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Coup de gueule ou coup de cœur de notre ami Nasser Lagili. J'en ai pas, Christophe. Toi t'en as pas? T'es sérieux là? Mais non mais tu... tu peux parler de la police qui tue ou pas? Salaud. Hein? Les manifestations Comme Louis Bayard. Hein? Bon, tu veux pas? Non, j'en ai pas. Ah bon? D'accord. Le prochain, j'en prépare une. Très bien. Voilà, ça peut être aussi pour les manifestants. Eh bah vas-y, on t'écoute. Allez, vas-y, lâche-toi. Moi, je suis de tout cœur avec ceux qui vont manifester demain, d'ailleurs, pour la manifestation contre la réforme de retraite qui a été imposée par M. Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc, je voudrais juste avoir un coup de cœur pour toutes les personnes qui vont se mettre encore une fois en grève et qui vont encore réduire leur salaire, malheureusement, de
de ce mois-ci. Et voilà, je trouve que c'est un combat qui est productif et un combat qui doit pas être abandonné surtout. Et voilà, je suis de tout cœur avec eux et j'espère que je serai avec eux demain. Voilà. Très bien, bah voilà, tu as réussi. Ah voilà. Ouais, après, Bruno, il va finir par croire que personne ne bosse dans cette radio. Alors, Bruno Pomar, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, mon Bruno? Non, un coup de cœur, on va être positif. Allez, c'est parti, on t'écoute, mon Bruno. On ferait que des coups de gueule. Allez. Non, tout simplement, moi j'ai un coup de cœur pour les acteurs associatifs. On n'en parle pas assez, on a beaucoup de gens qui aboient partout sur les réseaux sociaux, qui critiquent, qui cassent. Et moi je pense aux acteurs de terrain, aux acteurs associatifs. On en fait partie, nous, avec nos policiers, mais il y en a plein qui font des choses merveilleuses dans les quartiers pour garder le lien social. Et on les oublie souvent. Et je pense que c'est essentiel si vous voulez que si on veut éviter que notre société explose, il faut à tout prix soutenir tout ce lien associatif qu'on a besoin, ce maillage associatif dont on a besoin sur nos quartiers, parce que sinon notre société, déjà qu'elle ne va pas très très bien, eh bien va finir par exploser. Donc moi je voudrais avoir une véritable pensée pour tous ces gens qui travaillent de façon, parfois on n'entend pas parler d'ailleurs, on les voit pas dans les médias, etc. Mais ils sont là à aider, à entraider les mamans, des associations de mamans qui aident dans les quartiers, des acteurs de théâtre, des acteurs sportifs qui sont là sur le terrain tous les jours à s'occuper d'enfants, etc. pour éviter évidemment que nos cités, parce qu'on a beaucoup malheureusement de quartiers délaissés des institutions et autres, ben, on a besoin des associations pour venir en aide, et c'est pour ça que un vrai coup de cœur pour tous ces gens dont on n'a pas tant jamais parlé et qui sont essentiels à la vie de notre société. Merci Bruno, bravo, quel coup de cœur en tout cas, magnifique. Oui, très bien. Moi j'ai un coup de cœur uniquement pour nos aujourd'hui. Oui. Je rappelle. Je voudrais juste rajouter un truc, Christophe. Oui. Pas par rapport à demain, hein. Ouais. Mais je trouve que Bruno me fait rappeler la police de proximité de Ah, l'époque. C'est vrai, hein, hein. je vous assure, hein, vraiment, parce que moi je me rappelle, j'ai connu la police de proximité et c'était des gens qui n'avaient pas peur de rencontrer ces jeunes. Ils connaissaient tous les habitants du quartier, ils étaient présents, il y avait de l'activité, il y avait tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a perdu. Et je trouve que des gens comme toi qui présentent souvent des associations, qui travaillent dans les quartiers populaires et tout ça, je trouve qu'on en a plus malheureusement. On rappelle le nom du livre. Bruno, le nom du livre, quartier non prioritaire de la ville. Voilà, de la politique de la ville. Ouais. Et allez, n'hésitez pas en tout cas. Bon, Bruno, ça a été écoutez, très sympa, ouais. Un bon moment. Tu reviens de passer, avec grand plaisir, quand vous m'invitez, je viens, vous savez. Bah moi, on t'invite tout le temps. T'es chez toi ici. Bruno, ouais, exactement. Bruno, t'es chez toi ici. Oui, bah écoutez, regardez, jeudi, je suis dans les grandes gueules à RMC, et puis, ce soir, je suis avec vous, et peut-être la semaine prochaine, je reviendrai vous voir. Eh ben, avec grand plaisir. Petit bonjour. Grand plaisir. Il y a Kauter Ben Mohamed que tu connais aussi. Oui, Kauter, bien sûr, que j'aime beaucoup, Kauter, ma copine. Grande gueule, hein. Vraie grande gueule. Ah, c'est une vraie grande gueule, Kauter. C'est l'association Marseille en colère. Absolument, absolument. Elle était ce matin d'ailleurs, elle s'est fritée un peu avec Charles Consigny et tout ça, c'était marrant. Bon, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci à vous. Et ce soir donc en vidéo sur Instagram. C'est ça, tout à fait. Et puis voilà, bah écoutez, demain, qui travaille demain ? Moi, évidemment. Ouais. Il faut bien travailler, hein. Nasser, tu travailles pas demain, toi, t'es en grève. Non, d'accord. Il veut pas. Smaïn, tu travailles demain ? Non, demain j'ai prévu autre chose. Ouais. Je dois me déplacer avec ma femme pour acheter une armoire. La France qui se lève tard. Super, ça travaille. No, tu travailles demain ? Comment ? Non, demain je vais en grève. Oh là là. Une manifestante. Voilà, super. Et ben moi, je vais vous dire, moi demain j'aurais aimé faire l'émission. Ça aurait été avec plaisir. Sauf que les grévistes m'empêchent de travailler demain. Tu vas pas la faire, Christophe ? ou quoi ? Ben non, parce même que à je peux distance, pas venir, moi. même à distance. C'est où j'habite, Bruno. Moi j'habite vers Corbeil-Essonnes. Mais je sais bien. Ah oui, effectivement. Et le problème c'est que moi j'ai un truc à 4 pattes, donc ça va pas très vite. On va t'envoyer un Uber alors. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Demain évidemment on sera là pour un best-of et de retour et en direct mercredi sur France Maghreb 2. Merci beaucoup Bruno, merci Gamal, merci Nasser, merci Ismaël et merci Noah. À demain. Ciao. France Maghreb 2. France Maghreb 2.